bien, on va peut-être commencer. Je remercie ceux qui sont là d'être là ce soir sur un sujet, il est vrai, un petit peu austère. On a même l'adjoint au maire Pascal Clouer qui est venu, qui est en charge de la démocratie participative, si j'ai bien vu les responsabilités, et aussi de l'Europe. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'Université populaire européenne de Grenoble, c'est une association qui a bientôt une dizaine d'années, et nous faisons une conférence très régulièrement sur des sujets européens. On est à la 102e conférence sur les sujets européens. Et donc aujourd'hui, un thème un peu spécifique peut-être, à dimension peut-être un peu technique sur le plan juridique. Qu'est-ce que, au fond, cette cyber-citoyenneté en Europe? Alors pourquoi employer ce vocabulaire? Au fond, parce que la démocratie elle-même est touchée, si l'on peut dire, par l'utilisation très fréquente d'Internet, et avec un vocabulaire de plus en plus fréquent. On dit quoi? On dit cité Internet, cyberdémocratie, démocratie électronique, société numérique, cyber-citoyenneté. Beaucoup de termes sont utilisés pour essayer de qualifier le monde dans lequel nous évoluons progressivement. Et c'est vrai que tous les éléments de la démocratie sont touchés par l'existence de ces outils. On parle de grande conversion numérique. Le terme de conversion numérique est souvent utilisé aussi. Et il est logique que la démocratie, le système de vote, l'élection soient aussi touchés par cette société numérique. Et on peut dire qu'au fond, aujourd'hui, les citoyens sont très attachés à leur connexion et à leur mot de passe, login, connexion. Ne touchez pas à ma connexion. On a vu dans les négociations sur la question des droits d'auteur, par exemple, savoir si on pouvait ou non stopper les connexions. Alors, c'est vrai que vous avez toute une série d'études qui ont été réalisées, des études dont certaines sont extrêmement élogieuses sur cette conversion, considérant que c'est un nouveau monde, une nouvelle condition, même le terme employé, une condition numérique qui modifierait presque la condition humaine. Alors, toute une série d'ouvrages dans ce domaine, hein. Il y a vraiment une littérature abondante, le nouvel ordre numérique, la cyberdémocratie, la cité Internet, République 2.0, de la démocratie numérique, même la révolte du prolétariat, par comparaison à la révolte du prolétariat qui est aussi utilisée en la matière. Et il y a au contraire ceux qui sont inquiets, préoccupés, rejetant éventuellement cette évolution, considérant qu'il y a des menaces pour les libertés, des menaces pour les démocraties du fait de l'existence de ces dispositifs. Il ne faut pas oublier qu'au fond, c'est dans un laboratoire européen que la facilité d'Internet a été inventée. Ce n'est pas Internet qui a été inventé, mais la facilité d'usage qui a été faite dans l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, le CERN, où effectivement Tim Berners et Robert Cailliau ont inventé le langage rapide, inventé le HTML, l'adresse web, et en considérant qu'il y avait une certaine simplicité dans les usages. C'est pour ça que ça a fonctionné aussi bien. Depuis, il y a beaucoup d'innovations. Je ne suis pas un technicien de l'informatique, je suis un juriste, mais quand on regarde les innovations, elles sont tout à fait nombreuses en la matière. Les outils ont changé, on est passé du fixe au portable, et puis d'autres aspects, le stockage des informations, on est passé de stockage dans le disque dur à un stockage dans les nuages, pour employer le vocabulaire imagé dans ce domaine. Alors, il y a aussi des pratiques qui ont changé beaucoup. Et si l'on regarde les pratiques européennes, c'est intéressant, les réseaux sociaux. Si on regarde le réseau social Facebook, vous savez que le créateur de Facebook considère qu'il est le 2e pays du monde, puisqu'il a dorénavant un nombre d'utilisateurs supérieur à la population de l'Inde. Il est à 1 milliard 400 millions d'utilisateurs pour Facebook. Les Européens l'utilisent, nous sommes 300 millions d'utilisateurs en Europe à utiliser Facebook, les Français 28 millions. Il y a aussi le poids et l'importance de ces fameux quatuors GAFA, qui est effectivement Google, Amazon, Facebook et Apple. Un quatuor qui est effectivement puissant, et surtout lorsqu'on regarde Google, et ce qui explique d'ailleurs que la Commission européenne pointe du doigt le fonctionnement même de Google et le fait que la concurrence libre
libre et non faussée, bien évidemment, elle est plus libre et faussée par Google compte tenu de l'usage de Google en Europe. On est à 95%. Le territoire européen est un très gros utilisateur de Google, d'autres pays l'utilisent moins, mais l'Europe l'utilise très abondamment si on prend l'ensemble des États. D'où les remontrances de la Commission à Google, et vous savez que Google risque une amende de 6 milliards d'euros si Google ne se plie pas aux souhaits, aux demandes de la Commission européenne. Microsoft s'était déjà plié aux demandes de la Commission, c'était seulement 1 milliard d'euros, là on est passé à 6 milliards d'euros, c'est-à-dire 10% du chiffre d'affaires de Google qui est visé par la Commission européenne. Alors si on regarde la question de la cybercitoyenneté, on peut avoir au fond deux aspects dans cette cybercitoyenneté. Deux aspects, soit il faut considérer que la citoyenneté ordinaire, pas encore la cybercitoyenneté, mais que la citoyenneté ordinaire est renforcée, renouvelée par ces usages numériques. Et qu'au fond, ces usages donnent plus de vitalité à la citoyenneté, j'avais dit bien ordinaire d'une certaine manière, voire même donnent vie à des droits et à des libertés qui étaient un peu théoriques, y compris la Déclaration des droits de l'homme de 1789 sur la liberté de communication des pensées. Aujourd'hui, cette liberté est beaucoup plus large. Et puis, un autre aspect, on voit apparaître une forme de cybercitoyenneté qu'il est nécessaire à la fois de faciliter le développement, mais aussi de protéger les droits. Et c'est une autre facette, un autre élément. Je voudrais examiner ça, ces deux parties, sur cette forme. D'abord, la citoyenneté renouvelée en Europe grâce à l'espace numérique. Il y a effectivement des évolutions tout à fait intéressantes, positives. Et quand j'évoque le terme de démocratie, je ne pense pas seulement à la question du vote et à de l'élection, mais au système de fonctionnement des démocraties de manière plus globale, c'est-à-dire au pluralisme des idées et des opinions. Et ce pluralisme des idées et des opinions se développe plus aisément grâce à Internet, plus facilement grâce à Internet. Et lorsqu'on regarde la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit la libre communication des pensées, pendant longtemps elle était libre, mais de manière un peu théorique, pour une certaine classe sociale, pas pour la totalité des utilisateurs. Alors il y a incontestablement, sur ce registre, plus de liberté réelle pour les citoyens, grâce à l'espace numérique. Et bien sûr, dans le cadre européen, j'évoquerai à chaque fois des éléments en Europe, bien évidemment. Plus de liberté réelle pour les citoyens. J'en vois deux types de libertés et qui sont développés abondamment grâce à ces moyens. La liberté d'information, la liberté de communication et d'expression. La liberté d'information d'abord. Là, les choses sont tout à fait évidentes. L'information s'est développée de manière abondante, changement de temps, changement de lieu, d'espace, changement aussi en matière de quantité d'informations, voire de qualité d'informations. Il y a là des changements tout à fait considérables sur ce registre, des changements d'échelle. Changements d'échelle dans la mesure où il est possible relativement aisément, sans dépenser beaucoup de moyens, de s'informer de ce qui se passe sur toute la planète. Bien sûr, il y a parfois des conditions nécessaires, parler un peu la langue des autres, mais en même temps, Google nous traduit presque automatiquement, si on veut qu'il y ait des traductions, même du chinois en français, du japonais en français. J'ai testé, ça marche. Je ne sais pas si la traduction a été parfaite, ça c'est autre chose. Mais possibilité de s'informer très largement, simplement en recherchant tel ou tel type d'information, c'est évident. La quantité d'information est devenue considérable. Peut-être trop, mais elle est à disposition de manière aisée, facile. Facilité aussi de stockage de cette information, de la garder, de la conserver, de la réutiliser. J'évoquerai ensuite d'autres aspects autour du droit à l'oubli. Mais c'est le stockage d'écrits, de sons, d'images possibles, de vidéos possibles. L'accès au droit est facilité. Dans le dicton français, nul n'est censé ignorer la loi. C'était un magnifique dicton du droit français. C'est dorénavant une réalité. Il est possible d'ignorer aucun texte. Avant que Légifrance existe,
les codes n'étaient à jour que lorsque l'éditeur Dalloz, en général c'est Dalloz, puisque les codes étaient Dalloz, publie la dernière édition, mais on n'était pas vraiment à jour. Il fallait aller voir le secrétaire général du gouvernement pour avoir le droit français à jour. Dorénavant, il est à jour en général à peine 24 heures après que la loi ait été publiée au journal officiel. Je vous rappelle aussi que le journal officiel va bientôt cesser de paraître en papier et ne sera que numérique. Autre conséquence, que numérique, plus aucun papier ne sera délivré sous cet angle-là. On pourra éventuellement imprimer la loi comme on avait vu, mais des changements forts. Mais ce que je dis pour le droit français est valable pour le droit européen. On a à sa disposition sur Eurolex la totalité du droit européen. On a à sa disposition la totalité de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, de la Cour de justice de l'Union européenne, extrêmement facilement accessible, très rapidement. Et c'est très précieux. Mais on a aussi accès au droit allemand, au droit italien, au droit bulgare, au droit roumain. Si on a envie d'aller regarder les droits des autres, c'est parfaitement facile et très aisé d'en disposer. Donc l'accès au droit aussi, c'est l'information. Les journaux. On dit que la presse a des évolutions majeures, c'est des évolutions numériques. Au fond, la presse et beaucoup de journaux dorénavant ne sont plus publiés que de manière numérique. Il y a les pages numériques des journaux écrits, mais il y a aussi des journaux purement numériques. Les grands journaux américains se sont lancés dans cette voie du tout numérique. Et lorsqu'on regarde les journaux d'aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont beaucoup plus lus sur Internet que lus sur le papier. Il suffit de regarder le journal Le Monde ou Le Figaro, même l'Équipe et bien d'autres journaux. C'est sur Internet qu'ils sont le plus lus. Et on pourrait dire la même chose de Die Welt, on pourrait dire la même chose de la Stampa, on pourrait dire la même chose des journaux aussi des autres États européens sur ce point. Bien évidemment, cela entraîne un poids considérable des moteurs de recherche et du moteur de recherche qui est Google pour les Européens. Je dis bien, c'est quasiment l'exclusivité. Il y a quelques moteurs de recherche qui sont utilisés, mais de manière très modeste sur cet ensemble. Alors, c'est aussi la liberté de communiquer. Liberté de communiquer, là aussi, elle est extrêmement vaste, cette liberté de communiquer. Elle apparaît à beaucoup de possibilités, donne beaucoup de facilité, en quelque sorte, sur ce point. Communiquer, la communication privée. Communication privée, elle est facilitée, c'est pas à vous que je vais l'évoquer, c'est évident, l'utilisation des mails ou des emails sont des outils de communication privée facilités. Le courrier électronique, le téléphone cellulaire est lui aussi extrêmement pratique. Il y a maintenant presque autant de téléphones cellulaires qu'il y a de personnes sur cette planète, puisque maintenant on a presque à 7 milliards de téléphones cellulaires sur cette planète. Beaucoup plus dans les pays très riches que dans les autres, mais pour autant c'est ainsi. Il y a des téléphones cellulaires en très grand nombre. En France, on a dépassé de la population française en téléphones cellulaires. Donc des personnes ont plusieurs téléphones cellulaires, puisque maintenant les enfants de moins de 10 ans ont leur téléphone cellulaire. On est à 66,5 millions de téléphones cellulaires dans les statistiques. C'est intéressant à observer. Et si on prend l'Europe, pour l'Allemagne par exemple, alors cette fois-ci, elle dépasse de 129% la population allemande pour les téléphones cellulaires en Allemagne. C'est le pays qui en a le plus d'ailleurs dans toute l'Europe, un nombre nettement supérieur à la population allemande. Alors, cette dimension est importante parce qu'elle a des conséquences en matière d'accès à Internet aussi par téléphone cellulaire, bien sûr. La communication sociale, tout à l'heure j'évoquais Facebook, les utilisateurs de Facebook en Europe, on est à 301 millions d'utilisateurs en Europe, 28 millions en France, et puis les autres, il y en a bien d'autres aussi qui veulent se développer. LinkedIn, par exemple, voudrait aller jusqu'à, c'est le chiffre qui est donné par le fondateur de LinkedIn, à 3 milliards d'utilisateurs. Pour l'instant, il n'est pas à 3 milliards d'utilisateurs, il y a 238 millions d'utilisateurs. Alors, communication sociale, le phénomène des blogs. Les députés européens ont leurs blogs aussi, et c'est un élément à ne pas négliger sur ce point. Alors, si on va au-delà, ça c'est la liberté renouvelée de communiquer, de s'exprimer, bien d'autres choses, mais j'essaye d'être plus ramassé pour qu'on puisse dialoguer. L'autre aspect,
plus de facilité de participation pour les citoyens grâce à l'espace numérique, de participation à la vie démocratique. La première possibilité de participation, c'est le vote électronique. Et le vote électronique nous révèle quelques surprises intéressantes en Europe. Pas forcément en France, il est vrai, mais en Europe. Alors, le vote électronique, il y a deux façons pour le vote électronique. Soit c'est le remplacement des urnes par des machines à voter, des machines électroniques à voter. On appuie sur des touches, on ne met plus un bulletin dans une enveloppe. Et ensuite, le décompte est fait par l'ordinateur qui calcule les décomptes des voix. Et puis, il y a l'autre vote électronique. Le vote électronique, directement électronique, c'est le vote à distance, cette fois-ci par l'utilisation de son téléphone portable pour voter à distance, ne se rendant plus dans les lieux où il s'agit d'aller voter. Alors, c'est les deux modes, hein, soit les urnes électroniques, soit la votation à distance, c'est-à-dire la dématérialisation du vote. Alors, si l'on regarde ce système, c'est intéressant parce que, notamment en France, au fond, ce système est utilisé pour certains votes, le vote professionnel, le vote étudiant. On utilise le vote électronique parce que les étudiants votent très très peu en matière universitaire. Pour les inciter à voter, on utilise le vote électronique en France. On l'utilise aussi pour les Français qui résident à l'étranger. Il y a aussi l'utilisation et le recours au vote électronique. Mais pour le reste, les Français restent relativement réticents au vote électronique, considérant qu'il présente plus d'inconvénients que d'avantages, le vote électronique. Par conséquent, on n'y recourt pas beaucoup. Et même lorsqu'il a été utilisé dans certaines communes, les communes ont abandonné les machines à voter, les machines électroniques. Je crois que même Grenoble, d'ailleurs, a été dans cette situation aussi, après avoir commandé les machines, moins utilisé ces machines. Pour poser la problématique sur le vote, il y a ceux qui sont favorables au vote électronique. Ceux qui sont favorables, c'est ceux qui considèrent qu'au fond, ça augmentera le nombre d'électeurs. Première idée, augmentation du nombre d'électeurs. Deuxième idée, un gain financier. Un gain financier, un gain écologique. Ça peut séduire certaines communes, c'est un gain écologique. Un gain écologique en considérant qu'au fond, il n'y a plus besoin de tout ce papier, tous ces éléments papier, tout étant électronique. Autre dimension, c'est peut-être d'avoir un coût financier inférieur en termes de personnel et de gestion des urnes et de gestion des lieux pour les communes, moins de personnel. Et puis il y a ceux qui sont opposés au vote électronique. Alors c'est intéressant, c'est que les opposants au vote électronique utilisent bien évidemment Internet pour s'opposer au vote électronique, très abondamment Internet pour dire beaucoup de choses sur le vote électronique. C'est intéressant aussi, y compris dans la contestation même du vote en question. C'est-à-dire, ça s'appelle ordinateur tiré de vote, et avec tout un débat sur cette question. Alors, eux, au contraire, sont opposés parce qu'il n'y a pas de gain financier, il n'y a même pas de gain écologique, parce qu'il y a des machines à voter, ces machines à voter, pour les détruire, ça coûte plus cher que de détruire du papier, par conséquent, le gain écologique n'est pas si évident que cela. Il y a ceux qui considèrent aussi qu'il manque de sécurité, de fiabilité. Qui va compter à la fin? Qui va décompter? Qui va faire le calcul précisément? Est-ce que c'est des personnes qui vont annoncer les votants en quelque sorte pour tel élément, ou au contraire la machine toute seule qui va décider? Donc une certaine réticence en la matière. Et puis ceux qui sont opposés aussi à la banalisation du vote. Se rendre devant des urnes, dans une isoloir, avoir tout ce décorum en quelque sorte, cette solennité du vote. Et je pense à quelques collègues qui ont écrit sur la question du vote, et dans ce sens-là, considérant que ça diminuerait la solennité. Alors, si l'on regarde comment ça se passe en Europe sur ce point, il y a des pays qui se sont lancés dans l'utilisation des machines à voter, c'est la Belgique. La Belgique, très largement, utilise les machines électroniques à voter, à 44% pour le vote électronique, mais des machines à voter sur ce point. L'Allemagne, c'est seulement 5% pour les machines à voter, ça reste très modeste. L'expérience des Pays-Bas est très intéressante. Les Pays-Bas ont très largement développé le vote électronique et il y a quelques années sont revenus au vote papier, ont abandonné. Ils étaient presque arrivés à un score tout à fait élevé de près de 80% de vote électronique et tout d'un coup ont décidé, avec le changement de majorité au Parlement néerlandais, à abandonner ce système pour des raisons de sécurité et de fiabilité, considérant que ce n'est pas forcément si sûr que cela.
Le pays qui est le plus en pointe en la matière, mais il est en pointe sur beaucoup de choses, c'est l'Estonie. L'Estonie reste largement en pointe sur la question du vote électronique, et on peut dire que l'Estonie s'engage de plus en plus dans le vote électronique. Pas du tout de recul, c'est même une avancée supplémentaire. Si l'on regarde l'Estonie, elle a commencé pour les élections municipales de 2005, mais cela restait plutôt modeste. Les législatives de 2007 aussi, mais ça restait modeste. Et on peut voir que ça s'est développé encore plus pour les dernières élections de mars 2015, les élections législatives estoniennes, où cette fois-ci, le vote électronique a atteint 30% des électeurs. Et dans les 30% des électeurs, 12% ont voté par téléphone portable, par SMS. Ce qui suppose, et je crois avoir mis une petite image pour vous le montrer, ce qui suppose d'avoir une carte électronique d'électeur aussi, une carte à puce d'électeur pour pouvoir, disons, donner son identité, que ce soit par téléphone portable ou que ce soit devant la machine à voter. Bien sûr, l'Estonie. Combien il y a d'habitants? J'y viens, madame. Il y a 1,3 million. 1,3 million, c'est une faible population. 1,3 million, par conséquent, c'est modeste. Mais peu importe. C'est un effort extrêmement intéressant et qu'il faut regarder et non recule. Au contraire, dans ce domaine. L'autre pays qui se développe beaucoup, c'est la Suisse. La Suisse et les cantons suisses développent aussi le vote électronique. Développent le vote électronique et par des référendums successifs dans les cantons. Il y a eu des référendums à Genève notamment en 2009 sur cette question du principe même du vote par Internet. Été développé. Le canton de Zurich a aussi développé le vote par Internet, cette fois-ci aussi, en 2005. Donc il y a là des éléments intéressants à observer sur ce point. Alors, voilà, pour le vote électronique. Alors, autre aspect, ou deuxième aspect, toujours dans les facilités de participation, le contrôle démocratique. Le contrôle démocratique, on peut dire de l'évaluation à la cyber-résistance. Il y a effectivement, cette fois-ci, et c'est un travail qui avait été réalisé par Joël de Ronet, qui avait évoqué le pronétariat et la révolte du pronétariat, révolte des utilisateurs d'Internet, se révoltant face à tel ou tel événement, telle ou telle disposition. C'est toute la réflexion de Pierre Rosanvallon aussi sur la contre-démocratie. La contre-démocratie et la politique à l'âge de la défiance. Et Pierre Rosanvallon a indiqué qu'au fond la démocratie évolue vers un système de défiance des citoyens, des électeurs, à l'égard des élus, à l'égard des responsables. L'idée d'une défiance. Et de ce point de vue-là, le web est un outil pratique, précieux. Si l'on regarde d'ailleurs en matière européenne, comme le web a joué un rôle décisif pour le référendum français de 2005, c'est effectivement un certain nombre d'informations, parfois fausses, qui étaient données sur le web, sur le traité établissant une constitution pour l'Europe, a joué un rôle non négligeable pour la première fois, un rôle un peu moteur en la matière. Alors là aussi, il y a des expériences sur cette question. Il y a des expériences, notamment en Grande-Bretagne. Le Parlement britannique a développé un système de contrôle de la part des électeurs des politiques publiques, d'évaluation des politiques publiques. La Finlande a développé aussi l'évaluation des politiques publiques par les électeurs au travers de sites internet spécialisés, et bien sûr dans ces domaines. C'est la démarche aussi de l'Union européenne en tant que telle, le développement des discussions en ligne. Pratique parce qu'on est dans un espace très vaste, 4,5 millions de kilomètres carrés et 500 millions d'habitants. Pour qu'on puisse y avoir des réactions, bien évidemment, il faut des outils adaptés. C'est la participation citoyenne qui apparaît dans le cadre, effectivement, du système de l'Union européenne. Alors, ça peut être aussi ce qu'on peut appeler la vigilance citoyenne. La vigilance citoyenne, ça s'est fait dans toute une série de manifestations en France, sauvons l'université, sauvons la recherche, telle ou telle politique. Il y a là des résistances à telle ou telle évolution, tel ou tel phénomène. Alors, sur ce registre-là, il y a des manifestations tout à fait remarquables. La première du genre, c'est la manifestation cybernétique, cette fois-ci, qui s'est déroulée à Madrid
au travers effectivement de citoyens dont on ne voyait que l'image. C'est effectivement cette manifestation tout à fait intéressante d'hologramme. Un millier de personnes en hologramme dont on entendait le son, la voix. Je n'ai pas mis un film ici, simplement des images, des hologrammes. Et les policiers étaient très mal à l'aise face à ces hologrammes, ils ne pouvaient rien faire contre les hologrammes, qui étaient assez virulents à l'égard de la police aussi. C'est intéressant d'observer, on voit une liberté d'expression aussi, vous voyez, liberté d'expression à distance, c'est un millier de personnages et qui ont défilé plusieurs fois, donc vous pouvez défiler, c'est un dispositif fort intéressant en la matière. C'est aussi les lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte sont à être mis dans ce dispositif par Internet, dénonçant les pratiques d'utilisation du numérique, bien évidemment. Je pense à Wikileaks, je pense à Snowden aussi en cette matière. Et Snowden continue à dialoguer, à faire des conférences, alors qu'il ne peut pas quitter Moscou. C'est pareil pour Wikileaks, où la personne ne peut pas quitter l'ambassade, je ne sais plus, du Nicaragua, je crois, enfin une ambassade d'Amérique latine. C'est la cyber-résistance, là aussi, sur ce registre. Alors, au-delà, et dans l'autre facette, l'éclosion d'une cyber-citoyenneté européenne a conforté. Là, on est dans un autre registre. C'est cette fois-ci dire il y a peut-être l'existence d'une cyber-citoyenneté et elle suppose qu'il puisse y avoir des outils adaptés à son existence. Et sur ce registre, si l'on regarde d'abord une cyber-citoyenneté en Europe pour la démocratie à l'ère numérique. Pour la démocratie à l'ère numérique, il y a au fond deux aspects. Il y a, selon un terme qui a été utilisé à plusieurs reprises par des auteurs, et notamment à Pierre Lévy sur la cyberdémocratie, qui est un auteur canadien, et puis Patrick Flichy aussi qui avait écrit des choses sur ces sujets, on évoque l'idée d'une agora électronique, l'alchimie des multitudes. Vocabulaire tout à fait surprenant, intéressant. C'est le phénomène wiki qui est derrière cette alchimie des multitudes, bien sûr. Phénomène wiki qui est utilisé en Nouvelle-Zélande pour fabriquer des propositions de loi. Et c'est par ce processus wiki législatif, en quelque sorte, qu'il y a cette élaboration. Alors, cette fois-ci, on est dans un dispositif qu'on peut observer peut-être plus innovant. Alors bien sûr, il y a des auteurs qui sont prudents en la matière. Je pense à des auteurs comme Thierry Vedel. Thierry Vedel qui a dit, et moi j'aime bien reprendre les formules de Thierry Vedel sur ce point, en matière de cyberdémocratie, oui, elle existe peut-être, mais c'est une idée adolescente, idéaliste, oublieuse de l'histoire, et que cette cyberdémocratie, ça serait un cocktail démocratique, mêlant une dose d'agora athénienne, un peu de Rousseau, un zeste de Jefferson, un soupçon de Stuart Mill, et le tout dans une idéologie libertaire californienne. C'est assez vrai d'ailleurs, c'est assez vrai ce côté un petit peu idéaliste sur ce registre. Alors cette idée d'agora des multitudes, au fond l'agora des multitudes, c'est ce qu'on retrouve dans la démocratie participative. Au fond la démocratie participative, et Pascal Clouer a fait voter une délibération au conseil municipal sur la démocratie participative il y a quelque temps. Alors c'est vrai que démocratie participative, c'était l'idée même de Ségolène Royal lorsqu'elle était candidate à la présidence de la République. Mon programme sera fait par mes électeurs. Et ce programme a été pour une partie développé sous cette forme-là. Cette idée d'une intelligence collective. À plusieurs, on est plus intelligent que tout seul. Et chacun apporte sa contribution, apporte sa pierre au dispositif. C'est le développement des forums. Forums numériques qui sont abondants. C'est l'idée qu'au fond, par des forums, on reconstituerait l'agora athénienne et que les citoyens peuvent se retrouver dans l'idée d'une agora sur ce registre. Et il y a cette dimension. Le traité de Lisbonne de 2007 prévoit dans l'article 11 du TUE, avec l'idée que les institutions donnent par les voies appropriées aux citoyens, aux associations représentatives, la possibilité de faire connaître et d'échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines d'action de l'Union européenne. Les institutions entretiennent un dialogue ouvert dans ce domaine. Donc, développement des forums.
Il y en a de très nombreux et les forums se retrouvent sur le site de l'Union européenne abondamment à l'occasion de telle ou telle discussion sur tel ou tel sujet, que ce soit dans le domaine du numérique ou dans bien d'autres domaines aussi. C'est le processus de participation, le référendum électronique, le budget participatif en ligne, les dispositifs qui apparaissent dans pas mal de villes en Europe. Je pense à Amsterdam qui a beaucoup développé dans ce domaine, Berlin a développé des choses aussi, et Grenoble commence à en développer aussi dans ce domaine. Alors, c'est l'idée, et là encore on retrouve encore l'Estonie. On retrouve l'Estonie puisqu'il y a des expériences estoniennes, petit pays toujours, c'est vrai, mais avec des idées avec un âge moyen des ministres qui est au-dessous de 40 ans, donc c'est tout à fait intéressant, la jeunesse estonienne aussi en la matière. Et au Conseil des ministres, les ministres ne peuvent venir avec aucun document papier, aucune prise de notes avec un stylo, seulement avec des ordinateurs. Ordinateurs branchés sur le site du gouvernement estonien que les électeurs peuvent voir en même temps qu'ils délibèrent, voir ce qu'ils écrivent sur leur ordinateur, à condition qu'on ne parle pas de personnes privées. Si c'est nominatif, à ce moment-là, ce n'est pas lisible par les électeurs ordinaires ou les citoyens. Mais dans ce domaine, et dans ce domaine, Today I Decide, c'est la formule estonienne, les Estoniens font des propositions de loi. Et propositions de loi examinées par le gouvernement, si ces propositions de loi sont intéressantes, eh bien, elles sont transformées en projets de loi, l'origine étant des propositions de loi. C'est la même chose pour le Parlement écossais. Le Parlement écossais s'est lancé dans cette dimension aussi, sous cette forme-là. C'est la même chose pour le Parlement britannique. Le Parlement britannique qui a une longue tradition de pétition. Transformer les pétitions en propositions de loi. La pétition n'est pas simplement une contestation d'eux, mais c'est l'occasion de proposer un nouveau texte, et ça paraît aussi un élément intéressant. Donc vous voyez la diversité en quelque sorte, ça c'est une image que j'ai retrouvée sur le site de l'Union européenne, e-gouvernement, e-démocratie, e-participation, on a là l'ensemble des possibilités développées. La France pourrait recourir à l'électronique, mais là encore reste prudente. Il est vrai qu'il y a des modifications de la Constitution qui permettraient aussi d'aller dans ce sens. Alors, tout ça suppose que l'on puisse effectivement, au-delà de la participation à la décision, avoir de nouveaux droits. Alors, sur la question des nouveaux droits, il y a là incontestablement des choses importantes à observer, y compris bien sûr sur les questions européennes, bien évidemment. Pourquoi de nouveaux droits? Et ces droits sont actuellement même en discussion, l'adoption d'un futur règlement européen sur les droits des personnes dans l'espace numérique. C'est un des travaux, en quelque sorte, que le président Juncker veut faire avancer alors qu'il est là. Ce travail est ancien, a commencé il y a bien longtemps, et les États sont encore réticents à aller au-delà de la directive de 1995, pour avoir un texte plus récent sur ce registre. Alors, c'est vrai que pour encadrer ce que j'ai appelé la cybersurveillance privée ou publique, il y a deux formes de cybersurveillance. Cybersurveillance, je dis bien aussi bien privée que publique. On a souvent en tête la cybersurveillance publique. Cybersurveillance qui s'est développée après le 11 septembre 2001 et le Patriot Act adopté par le Congrès des États-Unis d'Amérique, qui devait être fait pour quelques années et qui continue à fonctionner encore en 2015, ce Patriot Act. Et nous avons, nous, Français, été confrontés à la même préoccupation sur ce registre. Faut-il pour la France un Patriot Act à la française après les événements de janvier 2015, du début de l'année de 2015? Alors, il y a cette dimension de public. Mais cette dimension publique, elle est aussi une dimension privée. Il y a aussi une cybersurveillance privée. Alors, il faut s'entendre sur le terme de cybersurveillance, exploitation des données des personnes. Éventuellement pour ces personnes, voire contre ces personnes, il y a cette dimension forte aussi. C'est l'accumulation et le stockage d'un nombre tout à fait considérable de données. Nous sommes effectivement comme des petits poussés, nous laissons des traces partout, en permanence.
Sans s'en apercevoir, de manière ludique, en s'amusant, en pianotant sur notre téléphone portable, on laisse des traces à chaque fois qu'on pianote sur le téléphone portable, bien sûr. Et on a découvert que les services de renseignement pouvaient regarder le téléphone portable pendant qu'on est en train de l'utiliser, y compris s'il est codifié, en décodant le téléphone portable aussi à distance, c'est possible aussi, en faisant croire que c'est le réseau qui cherche à avoir de l'information. Alors, sur ce registre, au fond, tous les profils sont possibles. Profil de consommateur, profil d'utilisateur de tel ou tel produit dans tel ou tel magasin, bien évidemment, avec un stockage d'informations, profil de salarié, profil de contribuable, profil d'assuré social, profil de malade, profil de titulaire de compte bancaire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tout à fait imposant sur ce registre. Il y a donc des traces partout. Des traces Internet partout, traces qui peuvent être utilisées par des opérateurs privés comme des autorités publiques. Les opérateurs privés l'utilisent abondamment, très abondamment. Google est le plus gros utilisateur de données privées. Il va d'ailleurs progressivement utiliser notre propre voix, puisqu'on peut demander simplement en disant « je veux ceci » à Google, qui reconnaît sa propre voix et qui pourra identifier quelle est la personne qui s'exprime. C'est un nouveau service de Google par voix interposée. Alors, c'est vrai que sur ce registre, il y a toute une série de possibilités de surveillance. Surveillance parce qu'il y a la géolocalisation, surveillance parce qu'il y a au fond des RFID, surveillance parce que on peut multiplier les exemples sur ce registre. Et les démocraties ont inventé des outils extraordinaires d'un côté, très inquiétants de l'autre. Extraordinaires par l'usage qu'on peut en faire, inquiétants de l'autre côté, parce qu'ils peuvent se révéler très contraires aux libertés individuelles sur ce registre. Alors, on peut aussi voir, et plusieurs auteurs l'ont développé, l'idée que en Europe, la vie privée, mais pas seulement, mais je cite seulement l'Europe ici, en Europe, la vie privée est en train de disparaître. La vie privée est en train de disparaître, petit morceau par petit morceau, à condition qu'on utilise Internet. Ceux qui n'utilisent pas Internet ont leur vie privée préservée sur ce registre. Mais la vie privée, au fond, elle est dévoilable, et l'ancien président de la CNIL, qui a précédé la présidente actuelle, disait qu'au fond, le fait même d'entrer dans un réseau revient à accepter de réduire son périmètre d'intimité et que l'on accepte facilement cette restriction de l'intimité. Et un prospectiviste américain considère que la vie privée au XXIe siècle est amenée à disparaître en tant que telle. Si on accumule l'information du téléphone, la géolocalisation, la vidéoprotection, la vidéosurveillance, Internet et toutes les traces que l'on laisse, bien évidemment, cette vie privée est malmenée. Ce qui suppose qu'elle puisse être protégée et que la visite de l'ordinateur ne se fasse pas forcément aux dépens des personnes concernées. C'est ainsi développé la censure numérique dans beaucoup de lieux aussi. J'évoquerai, voyez, j'aime bien cette image que j'ai prise sur le site de l'Union européenne, l'ordinateur qui vient visiter vos différentes cartes de toute nature et prendre l'information obtenue. Je crois que celle-là, cette image est amusante aussi. Posez-moi des questions, je suis incollable sur votre personne. C'est tout à fait remarquable et la personne ne savait pas qu'on savait tout sur elle-même déjà. Alors, c'est vrai que sur ce registre, les événements terroristes ont en partie pour conséquence d'augmenter la surveillance. D'augmenter la surveillance, c'est tout ce qui s'est passé avec le Patriot Act, mais c'est la loi française du 13 novembre 2014, déjà, elle existe déjà, du 13 novembre 2014, relative à la lutte contre le terrorisme, qui permet de surveiller le courrier électronique, sans oublier les lois sur les interceptions de sécurité, les lois sur la géolocalisation ou la loi sur la captation des données informatiques à distance sur n'importe quelle personne si un juge le considère comme nécessaire. Mais un juge doit se prononcer en la matière, aller voir l'ordinateur. Ça s'appelle de la captation de données informatiques à distance. C'est dans le droit français et ça fonctionne dans le droit français.
En Allemagne, il y a eu plus de résistance. Plus de résistance dans la mesure où, sur ce registre, la Cour suprême allemande a refusé que l'on puisse aller vers des systèmes de captation informatique de cette nature, et notamment la pénétration dans les domiciles de manière virtuelle, puisque nous on a autorisé cela, l'Allemagne ne l'autorise pas, et on peut voir qu'au fond le président de la République française s'inspire de l'Allemagne en décidant de saisir le Conseil constitutionnel de la loi qui est en ce moment examinée par le Parlement. Si cette loi est adoptée par le Parlement, il saisira le Conseil constitutionnel pour vérifier si cette loi nouvelle en matière de sécurité, en matière d'information, n'est pas contraire à notre Constitution. La Finlande s'est aussi dotée de surveillance électronique, surveillance à distance aussi, notamment de surveiller l'utilisation d'Internet par les salariés dans les entreprises lorsqu'ils utilisent d'autres choses que leur propre travail, bien sûr, parce que c'est souvent de cette manière que les gens sont connectés, majoritairement ils sont connectés au travail. Et quand on regarde en Europe, la majorité des connexions se font au travail, pour que ça ne coûte rien à l'utilisateur, mais que cela coûte éventuellement à l'entreprise. Il y a des statistiques sur ces sujets. Alors, ça suppose, alors, je remonte un petit peu, ça suppose l'affirmation de nouveaux droits sur ce point. Au fond, quels sont ces droits? Un nouveau droit fondamental d'accès à Internet. Le droit d'accès à Internet, droit d'accès à l'espace numérique. Pas trop développé, le temps passe, mais l'accès à l'espace numérique. C'est toute la question de ce qu'on appelle de manière facile la fracture numérique. Est-ce que tout le monde accède à l'espace numérique? Est-ce que c'est possible pour tout le monde? En Europe, nous sommes 582 millions à utiliser l'espace numérique. C'est plus que la population européenne. D'ailleurs, il y a des dimensions intéressantes parce qu'il y a plus de téléphones portables, donc ça augmente l'utilisation. 71 millions en Allemagne, c'est un des taux les plus élevés, presque 89% d'utilisateurs, de taux de pénétration en Allemagne. En Royaume-Uni, 89% aussi. En France, 83%. Je fais des comparaisons avec d'autres, c'est intéressant. En Europe, le taux de pénétration est très élevé. Un des plus élevés au monde. Alors, c'est vrai que sur ce registre, il y a des statistiques qui ont été dressées, mais je dois remonter là un petit peu. Voilà. Statistiques qui ont été dressées, c'est un travail qui a été fait par l'Union européenne, la population achetant en ligne, le commerce en ligne, transfrontières, les citoyens interagissant avec les autorités publiques, les citoyens renvoyant des formulaires remplis par voie électronique aux autorités publiques. Vous avez là le pourcentage et la visée future de 2015, fin 2015, qui est évoquée à ce niveau. Alors, lutter contre la fracture numérique, c'est faire qu'il y ait plus d'accès, plus de gens qui accèdent au numérique, et d'arriver à construire non seulement un accès quantitatif, mais un accès qualitatif. Parce que l'une des limites de l'accès, c'est que Internet, c'est de l'écrit, et lorsqu'on ne sait pas lire, il est difficile d'utiliser Internet sur ce registre. Donc c'est la construction d'un droit d'accès à l'espace numérique. C'est un des thèmes majeurs du programme politique du président de la Commission européenne. Dans les différents axes pour la période des 5 ans qui viennent, marché unique numérique, avec pour objectif conclure rapidement les négociations sur les règles européennes en matière de protection des données, réformer les règles en matière de télécommunications, modifier les règles en matière de droit d'auteur, faciliter la création d'entreprises et lutter contre le poids de certaines entreprises dans ce domaine, permettre l'accès au contenu en ligne et l'accès aux services dans tous les États de l'Union européenne. C'est l'un des axes majeurs de la Commission européenne pour les 5 ans qui viennent. Développer cet accès. Ce qui suppose de développer l'éducation numérique au service du cyber-citoyen, le droit à l'éducation et avec un développement important. Surtout lorsqu'on regarde les statistiques, y compris en Europe, 70% des adolescents passent plus de 2 heures par jour sur Internet. Certains d'entre eux passent, les chiffres élevés, c'est 4h17, c'est le temps moyen que les jeunes passent devant des écrans. Ça dépend, le nombre
c'est tout à peu près, hein. Le nombre de numéros de téléphone enregistrés sur un portable de quelqu'un qui a moins de 20 ans, c'est à peu près 94 numéros de téléphone portable, 86 amis sur les sites communautaires, parfois bien sûr 2000, 3000, 4000 amis, c'est tout à fait autre chose encore. Et c'est vrai que les jeunes de 16 à 20 ans utilisent en même temps plusieurs médias. Ça, c'est une dimension aussi intéressante, et des statistiques ont été dressées par l'Union européenne sur ce point, sur l'e-éducation et les transformations nécessaires. Alors, les derniers droits, c'est effectivement d'aller vers le droit à la protection des données personnelles. Le droit à la protection des données personnelles, là je mets la législation française et le fameux article 1er de la loi 78, qui n'a pas vraiment vieilli, puisque la loi de 78 est applicable, y compris à toutes les facettes d'Internet aujourd'hui, la CNIL s'est adaptée. On peut ajouter à cette législation nationale, la plupart des États ont cette législation, il faut ajouter à cette législation nationale, bien évidemment, la Convention européenne pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés, qui est la Convention européenne de 1981. Ajouter aussi la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. Ces données doivent être traitées loyalement à des fins déterminées sur la base du consentement de la personne. On a l'impression que c'est la loi française qui se retrouve dans la Charte des droits fondamentaux. Pour l'article de cette charte, l'article 8 de la charte, il y a cette dimension. Et d'ailleurs, sur ce registre, il y a d'autres textes, c'est la directive 95-46 de l'Union européenne, directive qui est à peu près la même chose. Les États assurent la protection des libertés et des droits fondamentaux des personnes à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Les États membres ne peuvent restreindre ni interdire la libre circulation des données à caractère personnel entre les États membres pour des raisons relatives à la protection sur ce point. Et est en préparation un nouveau texte, un règlement cette fois-ci. Pourquoi? Parce que tous les États n'ont pas la même législation et qu'il faut harmoniser en quelque sorte les législations et que la circulation des informations se fait sans frontières, bien évidemment. Il faut harmoniser cette législation et harmoniser le travail des instances de contrôle, c'est-à-dire l'équivalent des CNIL, puisqu'il y a dans la plupart des États des commissions indépendantes de même nature que la Commission nationale informatique et liberté en France. Et c'est un travail qui est réalisé aussi en la matière, c'est le travail qui est réalisé, les autorités européennes de protection des données. Ces autorités européennes, c'est les autorités qui sont liées à ce qu'on appelle l'article 29 de la directive de 1995. Toutes les autorités se réunissent pour fixer les règles possibles sur les données personnelles, avec tout un dispositif très complexe sur les valeurs européennes. On n'a pas le temps de pouvoir y revenir éventuellement, mais sur les valeurs européennes, sur la surveillance à des fins de sécurité, comment arriver à combiner surveillance en matière de sécurité et traitement des données, et la dimension du traitement des données sur ce point. Alors, travail important fait par ces autres, poursuit encore, il y en a encore une série de dispositions sur le stockage des données sur le territoire de l'Union. Donc c'est le droit des données, je ne vais pas faire un cours sur le droit de l'informatique, c'est le droit des données, la manière dont elles ont été recueillies en quelque sorte, le droit des personnes sur leurs propres données, pas le droit de propriété, mais le droit de regard sur ses propres données, bien sûr, là encore, est important. Alors sur ce registre, il y a bien évidemment le travail de ce qu'on appelle le G29, par facilité de langage, c'est les autorités issues de l'article 29, ce n'est pas 29 autorités, et le travail est lié aussi au contrôleur européen des données, c'est-à-dire celui qui contrôle la manière dont les institutions européennes respectent les lois sur l'informatique et les libertés aussi sur ce registre. Droit des personnes, droit des données, bien évidemment. Le Parlement européen s'en préoccupe beaucoup aussi. Alors sur ce registre, il y a enfin l'intervention aussi de la Cour de justice de l'Union européenne. Et là, la Cour de justice a pris des initiatives fort intéressantes, notamment à l'égard de Google et des
arrêts très importants à l'égard de Google. Alors, la Cour de justice est venue mettre un peu d'ordre aussi sur la législation européenne en matière d'informatique et de liberté. C'est l'arrêt de 2014, Digital Rights Ireland, qui a mis en avant, en quelque sorte, le fait qu'on ne pouvait pas garder des informations et des données au-delà d'un délai raisonnable. La question du délai raisonnable du stockage d'informations et de données, là, la Cour de justice est venue mettre un peu d'ordre dans la législation européenne. Et puis il y a enfin le dernier droit possible, c'est bien sûr le droit à l'oubli. Le droit à l'oubli et le déréférencement. Le droit à l'oubli et le déréférencement. C'est un arrêt, là encore, de la Cour de justice. Arrêt de la Cour de justice du 13 mai 2014, l'arrêt Google Spain contre Google. C'est pas Google Spain contre Google, c'est Google Spain et Google contre l'Union européenne. Alors, dans cet arrêt de 2014, c'est un ressortissant espagnol. Vous avez sûrement entendu parler et observé cette jurisprudence fort intéressante qui entraîne d'ailleurs de grandes difficultés pour Google aujourd'hui. C'est un ressortissant espagnol qui voulait acheter un bien. La banque lui a dit « Vous ne pouvez pas acheter un bien parce que vous êtes un mauvais payeur ». Et nous avons vu sur Google que vous étiez un mauvais payeur, puisqu'on a vu sur Google que vous n'avez pas remboursé votre premier prêt auprès de la banque et vous avez même été condamné par un tribunal espagnol. Et la personne a dit « Oui, j'ai été condamné par un tribunal espagnol, mais depuis j'ai payé ma dette et j'ai payé l'ensemble de ce que je devais à la société. Je ne veux pas recommencer à ne pas payer, je veux simplement emprunter à nouveau. » Ah non, on ne vous prêtera pas. Et aucune banque espagnole ne voulait prêter. Il a donc fait un recours, cette fois-ci, montant en quelque sorte progressivement. Ça a été jusqu'au tribunal suprême espagnol qui lui-même a fait recours à la Cour de justice de l'Union européenne. Et la Cour de justice a considéré qu'effectivement, ce monsieur avait droit à un processus de déréférencement. Droit à un processus de déréférencement qu'on appelle dans le langage journalistique ordinaire, sinon on peut dire le droit à l'oubli, c'est plus parlant. Mais ce n'est pas le droit à l'oubli, c'est le droit au déréférencement. Le droit à l'oubli, c'est autre chose, c'est supprimer toute information sur le passé d'un individu. Or, le droit à l'oubli, c'est impossible. Les historiens seraient tout à fait opposés à cette idée de droit à l'oubli. Et bien sûr, on n'est pas dans des dictatures, mais dans des démocraties. Alors, ce droit au déréférencement a été travaillé par l'Union européenne, par le Parlement européen, par la Commission européenne, et depuis aussi par le Conseil d'État français en la matière. Et le moteur de recherche a dû s'adapter à cette nouvelle exigence. Il a été saisi par près de 200 000 demandes, de droit à déréférencement. Mais la complexité de ce dispositif, c'est que c'est Google qui va vérifier si on doit déréférencer. Et donc c'est un dispositif un peu complexe. Et Google a mis en place un dispositif pour savoir si les informations sont des informations gênantes ou pas. Et donc a mis un dispositif, parce que la Cour de justice dit simplement c'est droit au déréférencement, mais pas les conditions du déréférencement. On n'a pas donné un ordre, si c'est issu d'un journal, issu d'informations administratives, d'informations publiques ou bien d'autres éléments sur ce registre. Et Google a commencé à déréférencer. Mais avec une difficulté qui s'ajoute à ce dispositif, c'est que Google est une entreprise mondiale, ou plus exactement américaine, appliquant par conséquent le droit des États-Unis d'Amérique. Et la question qui s'est posée avec la Cour de justice, oui, mais si Google intervient dans l'Union européenne, c'est le droit de l'Union européenne que Google doit respecter et le droit des États membres de l'Union européenne, ce qui entraîne un élément. Et je suis de ceux qui considèrent que l'Union européenne a voulu taper encore plus fort à l'égard de Google, et bien évidemment en considérant qu'il y avait bien sûr une atteinte à la concurrence libre et non faussée par Google lui-même, cette fois-ci en la matière, étant à la fois le plus gros opérateur en Europe, tout en étant en quelque sorte subissant des demandes du droit à l'oubli. Alors un comité a été mis en place en la matière, il y a un travail qui est réalisé avec toute une série d'experts dans ce domaine, mais ce droit au déréférencement, c'est quelque chose qui réapparaît aussi dans les travaux du G9, qui considère qu'il faut aller vers un déréférencement si ce déréférencement est indispensable, s'il est demandé en la matière. Alors certains vont mettre plus loin, et je vais conclure là-dessus, en considérant qu'il faut maintenant une déclaration préliminaire des droits de l'homme numérique. Déclaration des droits de l'homme numérique, c'est un travail qui a été fait lors d'un
un débat à Avignon sur ce point, avec la nature des données, l'exploitation des données, le respect de la vie privée sur ce registre. Et c'est un travail qui me paraît fort intéressant à observer. Voilà, merci. Ça, c'est sur le site internet de la CNIL. Hein. C'est sur le site internet de la CNIL à propos des jeunes générations. Réfléchissez avant de cliquer. C'est le travail de la CNIL sur ce point. Je suis à votre disposition s'il y a des questions éventuelles, discussions. Allez-y. Merci Henri, merci cette présentation brillante. J'ai une question à poser plutôt sur la démocratie et la citoyenneté, enfin, de première partie d'exposé, puisque on est entre nous depuis un peu de temps, je vais me permettre de la poser en quelques minutes. Au fond, cette question part ma question part d'une question qui est de savoir, puisque vous avez dit tout à l'heure qu'il y a un certain nombre de choses qui changent avec le numérique, qu'est-ce qui véritablement change? Est-ce que c'est la vitesse de transmission des informations qui change? Oui, effectivement, la vitesse des informations, transmission des informations change, mais c'est pas un facteur nouveau, les informations, c'est un facteur. Les informations se transmettent plus rapidement, mais elles se sont toujours plus ou moins transmises rapidement. Les guerres puniques d'Hannibal, Hannibal savait ce qui se passait quand il était en Espagne, il était informé par des feux qui allaient certainement lentement. Aujourd'hui, on va plus vite, mais ce n'est pas un facteur nouveau. Est-ce que c'est le stockage d'informations qui change? Je ne crois pas non plus. Les cellules traitent, émettent, transmettent de l'information depuis très très longtemps. Est-ce que c'est la quantité d'informations qui change? Je me rappelle cette parole de Leibniz au XVIIe siècle qui disait que cette subversion de l'espace culturel par cette horrible masse de livres qui va en augmentant conduira à la barbarie. Et aujourd'hui, avec la quantité d'informations d'Internet, on n'est plus au XVIIe siècle, on a l'impression d'assister au même phénomène. Est-ce que c'est l'angoisse devant une nouvelle technologie qui change? Je me rappelle de ce dialogue entre Platon et Socrate, où Socrate disait que l'écriture ne peut saisir le savoir, car le savoir n'existe pas en dehors de l'homme. Au fond, le savoir n'existe pas en dehors du corps. Et on n'a pas de phénomène de changement. Alors je me situerai cette question dans ce que nous apprenait Michel Serres quand il posait cette question. Il disait, ce qui change, au fond, c'est l'adresse. Puisqu'on est passé d'une adresse qui était une adresse physique, j'habite à Grenoble, avec les technologies, à une adresse qui n'est plus une adresse physique, mais on a vu les images holographiques là tout à l'heure, une adresse qui est dans un autre espace, un espace qui n'est plus normé, orthonormé, mais qui est un espace différent, qui n'existe pas dans des repères physiques. Et à partir de ce moment-là, d'ailleurs, on pourrait se poser la question, est-ce que ça c'est quelque chose de nouveau? C'est ce nouvel espace. Au fond, est-ce que dans ce nouvel espace, les règles de l'ancien espace, les lois de l'ancien espace, les façons de fonctionner sont les mêmes? Et je poserai la question à deux niveaux dans ce nouvel espace. Sur la question de la consultation, par rapport au seuil sur les consultations citoyennes, et par rapport au référentiel de votants. Par rapport au seuil, quand on est dans un espace qui est notre espace physique, on a des seuils de consultation qui sont d'interpellation, par exemple pour les référendums citoyens, qui sont toujours très élevés. Et du coup, on a quasiment aucun référendum qui arrive. Quand on est dans cet autre espace qui est nouveau, au fond, où il suffit simplement de cliquer sur un petit smartphone pour participer, on peut se poser cette question de seuil. Par exemple, à Grenoble, on est en train de réfléchir sur le seuil pour les questions de consultation sur les pétitions, en disant qu'à partir de 2500 votants, on fait passer la pétition, on aborde le sujet en conseil municipal et ça fait l'objet d'un vote en conseil municipal. À partir de 8000 votants, on met en place une votation citoyenne et on s'engage à respecter le résultat suivant le taux de participation. Si on est dans un espace physique et qu'on a un taux de participation assez élevé, ça n'a plus du tout la même incidence que si on est dans un autre espace. Au fond, cette question de l'Internet pose la question des seuils de la participation.
Deuxième question, c'est la question sur le référentiel de votants, autrement dit sur cet espace. Si je suis à Grenoble et que je vote à Grenoble, je suis obligé de me déplacer pour voter. Si je suis consulté sur un vote qui n'a pas lieu dans l'espace dans lequel je suis plus obligé de me déplacer. Au fond, donc, je vais m'intéresser de loin à des problèmes qui ne me concernent pas. Donc ça pose, ces deux questions-là sur cet espace, puis après j'ai une petite question à poser sur vie privée et publique. Là, il n'y avait pas vraiment de question. Moi je partage le point de vue qui est donné de dire il n'y a rien de nouveau. Bon. Oui, on peut dire ça et en même temps non. Je pense que chaque nouvelle technologie a changé les sociétés. Quand l'électricité a été inventée, ça a changé les sociétés. Et je pense qu'on est dans le même système. Le numérique change la société par beaucoup de points et remet en cause, remet en question en quelque sorte un certain nombre de pratiques habituelles. Moi, c'est sous cet angle-là que je le vois. On peut le voir en matière d'éducation, on peut le voir en matière de communication, dans quantité de domaines. L'information, oui, on avait beaucoup d'informations, sauf que tout le monde ne l'avait pas accès aussi facilement. Les encyclopédies aujourd'hui papier sont en train de disparaître. C'est assez extraordinaire. Elles sont remplacées par des les wikis encyclopédies, c'est-à-dire fabriquées par les utilisateurs eux-mêmes. Les éditeurs arrêtent de publier des encyclopédies et considèrent que ça vaut plus la peine, ça vaut plus le coup, ainsi de suite. Dorénavant, tout le monde y a accès. Donc moi, je crois que c'est effectivement le nombre de personnes ayant accès, quel que soit l'endroit, donc la localisation, c'est évident, la localisation a changé. Et pendant très longtemps, on a dit, et je me souviens aussi d'un ouvrage de Brzezinski, aussi sur Zbigniew Brzezinski, qui fut le conseiller d'un président des États-Unis d'Amérique, sur la société technétronique. Il disait dans les années 60, 68, 69, enfin ces eaux-là, où il disait, au fond, on ne peut pas faire la démocratie athénienne parce qu'on ne peut pas permettre aussi facilement à tout le monde de participer. Les outils numériques peuvent permettre très facilement. Alors bien sûr, c'est un petit pays, l'Estonie, mais c'est pas parce qu'il est petit que l'expérience est inintéressante sur ce registre-là. On peut augmenter la participation des électeurs, et on peut aller tout doucement vers ce que certains appellent la démocratie directe. C'était inimaginable, la démocratie directe, inimaginable, parce que techniquement, c'était impossible. Réunir la totalité des électeurs dans un champ au même moment, c'est impossible. Dorénavant, c'est jouable. Alors, c'est plus un champ, c'est sur Internet. Alors, ça ne veut pas dire, et moi je ne plaide pas, il faut faire ci, il faut faire ça, c'est voir que beaucoup de choses deviennent possibles. Bien sûr, ça suppose des conditions précises d'organisation et des seuils, effectivement, convenables pour le calcul du résultat. Le référendum, très souvent dit, mais on ne fait pas le référendum en France, très souvent, j'entends dire aussi que le référendum coûte cher. Un référendum coûte cher, parce que c'est un moment très particulier, il faut déplacer. Si on faisait un référendum, j'exagère très volontiers, mais tous les mois, par exemple, par Internet, le coût serait peut-être modeste et il y aurait... Alors après, il faut vérifier qui a voté, quoi, comment, ça c'est évident. Mais on n'est qu'au début d'une mutation, qu'au début d'une transformation, ça va, à mon avis, sûrement pas s'arrêter. En matière d'éducation, le fait même qu'un étudiant en face d'un professeur peut au même moment en savoir autant que lui si c'est un élément technique, c'est une transformation considérable. Avant, il donnait un arrêt, il disait l'arrêt machin, l'arrêt truc. L'étudiant peut, en l'instant immédiat, aller vérifier l'arrêt. Regardez, l'arrêt du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel, en même temps que le professeur. Le fait que l'étudiant soit... C'est pas une concurrence, mais ça suppose de travailler différemment, de dialoguer différemment. Et on peut multiplier comment on peut dire, le malade qui peut dire au médecin, ça j'ai vu, ça j'ai vu, ça j'ai vu. Je ne dis pas que le malade se transforme en médecin, mais le malade commence à s'informer. Et ainsi de suite. On peut multiplier les exemples. Si on connaît le droit, avant c'était le gendarme qui connaissait le droit. Maintenant, mais non, mais attendez, je vais regarder l'article machin sur le code pénal, sur le code de procédure pénale. Donc, à mon avis, c'est cette accessibilité. Je crois que c'est surtout l'accessibilité rapide qui change la donne, me semble-t-il, assez fortement dans beaucoup de domaines, et en Europe aussi. Oui. Voilà, comme vous voulez. Oui, il y a une dimension de la vie citoyenne qui, moi, me concerne beaucoup, que vous avez un tout petit peu évoqué. C'est la vie associative d'une façon générale et la vie, je dirais, militante, hein, qui est connue, elle aussi, c'est une des dimensions de la vie citoyenne,
de la citoyenneté et qui a connu un bouleversement, je dirais, parallèle grâce à l'informatique. Alors, sans trop me vanter, j'ai fait un exposé à la Sorbonne au mois de septembre dernier, comment la vie militante, le militantisme d'une façon, avait connu son essor, même sa naissance, on peut presque dire, grâce au progrès technique du 19e siècle, de la seconde moitié du 19e siècle, le chemin de fer, et ce qui va avec d'ailleurs la poste, et le télégraphe, et même l'électricité. Hein, comme je disais comme exemple, il fallait 10 jours pour aller assez rapidement de Vienne jusqu'à Paris avant le chemin de fer, puis tout d'un coup il a fallu plus que 15 heures, ce qui change tout, une nuit, on prenait le train à 6 heures du soir à Vienne, hôtel le lendemain matin à Paris, ça changeait tout d'un point de vue du militantisme international, et ça a permis à des grandes causes, bon, le socialisme, le féminisme, le pacifisme, et tout ce qui est en ligne, de se développer de façon européenne de toute façon, et même de se développer avec le continent américain. Il se trouve que les progrès techniques qui ont pu avoir lieu depuis 1914, je veux dire la radio, la télévision, et même l'avion n'ont pas fondamentalement changé les conditions de l'action associative et militante. En revanche, depuis les années 90 et surtout depuis 2000, ça change tout. Hein. Et les associations qui ne sont pas passées à l'informatique, elles périclitent. J'en connais à Grenoble une ou deux, sans compter qu'ils sont en train de mourir de leur belle mort parce qu'elles n'ont pas de support associatif. Et ce qui est le plus embêtant, d'une certaine façon, c'est qu'il faut toujours songer dans les associations à ceux assez anciens, assez âgés en général, qui n'ont 20% peut-être que vous citez ici, ou plus, ou sans compter ceux qui ont un ordinateur mais qui ne s'en servent pas, ou qui ne savent pas s'en servir. Hein, il faut tout de même toujours penser aux 25 à 30% d'adhérents qui sont quasiment maintenant des citoyens de seconde zone d'un point de vue associatif. Il faut faire un gros effort pour ne pas les oublier, quelle que soit l'association. D'ailleurs, hein, mais la vie associative et la vie militante qui n'avait pas connu de grands changements depuis 1914, presque depuis 1900, connaît une révolution complète depuis, disons, l'an 2000. Hein, et ça, c'est aussi, et y compris au niveau international, on est en liaison avec les associations parallèles aux États-Unis ou en Nouvelle-Zélande d'ailleurs, immédiatement, ce qui était inconcevable, évidemment, il y a un siècle. Alors c'est une dimension qu'il faut quand même souligner. Oui, bien sûr, bien sûr. Je vais juste peut-être... Vas-y, mais pas de souci. C'est pour échanger. Pour le début, l'entame de ce que vous avez dit, moi j'irais presque un peu plus loin. C'est une idée que j'ai trouvée, je crois que c'est un Américain, je crois que j'ai oublié, je crois que ça s'appelle Robert Gordon, et qui explique que les progrès que vous avez décrits du 19e siècle ont modifié l'existence de manière au fond beaucoup plus radicale que le fait en ce moment l'informatique. C'est-à-dire en augmentant la productivité, etc. Et on le voit bien que par exemple nos sociétés, en tout cas en ce moment, sont en panne d'augmentation de la productivité. Les sociétés développées, bien qu'elles aient ces outils exaltants et dont Henri Oberdo vient de nous décrire de nombreux aspects. Moi, il y a un aspect, il y a plusieurs aspects quand même qui... c'est très vaste, hein, puisque ce sont des outils très vaste. Touche tout. Il y a par exemple, je crois qu'il y a un fétichisme de ces outils, et moi je suis assez choqué de voir des hommes politiques qui rentrent en plein dedans de tous les camps. Par exemple, l'idée selon laquelle on va résoudre les problèmes scolaires en distribuant gratuitement des tablettes dans les écoles primaires. Ouais. Alors ça me paraît absolument aberrant. L'autre idée, alors c'est évident ce que tu dis, c'est-à-dire que lorsque toi tu fais partie d'une génération où l'arrêt tu l'as en tête et tu vas le sortir tout de suite, et des fois tu l'oublies, donc là l'étudiant va le retrouver. Mais l'étudiant il n'a pas ce que toi tu as dans la tête, c'est-à-dire toute cette histoire, et tu sais où aller chercher la chose, et tu sais où la trouver très vite. Alors, si tu n'as pas l'ordinateur en toi, tu dis moi ça m'arrête souvent, moi si je ne suis pas juriste, je suis dans une autre discipline, c'est la même chose, aller chercher ça, donc l'étudiant il trouve. Par exemple, la date d'autre jour, j'avais besoin de la date de naissance de l'empereur Guillaume Ier. Voilà. Et l'étudiant la trouve. Moi, il ne pense pas que ça peut être un détail pertinent pour
faire un certain développement. Donc, et ce renseignement-là, on le trouvait en allant dans la bibliothèque et en feuilletant une encyclopédie. Aujourd'hui, ça va plus vite, je le reconnais. Mais ça ne change pas fondamentalement les choses. Et là où le fétichisme va très très loin, c'est avec ces fameux MOOCs, là, les cours en ligne. C'est pas parce que toute l'information est disponible sur Internet, tout. Hein, je peux être le meilleur chirurgien de la main, etc. Ça doit tout être sur Internet. N'empêche que je suis incapable de faire ne serait-ce que une opération de la main ou de la cataracte, je ne sais quoi. Donc, je crois que la formation homme à homme, la formation sur la durée, la formation dans le contact direct, dans la vie sociale, ça va durer. C'est pareil pour la vie associative. Est-ce qu'il y a plus de gens dans les associations aujourd'hui grâce à Internet? Pas plus, mais la vie militante elle-même a changé. Voilà, et est-ce qu'il y a plus de militants aujourd'hui? Par exemple, si on prend le phénomène qui nous perturbe, qui perturbe beaucoup de gens en France, moi en tout cas, c'est la montée du Front National, c'est quand même 30%. Qui ne doit pas grand-chose à l'informatique. Et pourtant, il est là. Il est là. L'informatique ne n'empêche pas. Et pareil, par exemple, pour la propagande islamiste, etc. Donc l'informatique, c'est un outil. Hein, c'est pas une valeur en soi. C'est un outil et qui a des aspects extrêmement intéressants que tu as pris. Et puis, Oui, vas-y. J'ai une question politique. L'Europe a rattrapé son retard dans le domaine aéronautique avec Airbus, dans le domaine spatial avec Ariane. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce décrochage entre les États-Unis et l'Europe sur le plan numérique? Que les Google, les Facebook, tous américains, soient uniquement américains. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à rattraper ou à serbuciser de livres de nouveau ces derniers temps, il y a eu un événement intéressant avec Alcatel et Nokia sur ce registre. Et l'idée, c'était de faire un nouvel Airbus Internet. Hein. C'est cet angle-là, c'est tous les termes qui ont été utilisés. Moi, je ne partage pas ton point de vue qui dit c'est qu'une technique, c'est rien. Ça. Donc, n'ayons pas peur, n'ayons peur de rien. Enfin, je ne partage pas ton point de vue parce que je crains qu'en ayant, par rapport à l'enseignement, hein, en ayant l'idée, mais non, le professeur sera toujours le professeur et il sera nettement supérieur dans sa pensée aux étudiants modestes. Non, mais j'essaye de développer quand même. Moi, je crains qu'on rate quelque chose à ne pas forcément vouloir s'adapter à. C'est ça que je pense. C'est que ne pas de tablette pour les jeunes, ainsi de suite. De toute façon, ils l'auront quand même, ils seront la tablette d'une autre manière. Non, mais je crois que la transmission pédagogique est en train de changer. C'est-à-dire que la manière dont nous avions, parce que moi je suis un vieil enseignant à la retraite, donc je peux tout me permettre et tout dire à l'égard de l'université française que j'ai pratiquée pendant 40 ans. Je crois que la transmission de connaissances est en train de changer de nature et que peut-être nous revenons à l'époque du Moyen-Âge où il y avait de vrais cours magistraux. C'est-à-dire des cours qui n'étaient pas simplement la transmission de connaissances, mais la transmission de réflexion. Si on revient à la transmission de réflexion, là on est extrêmement utile. La connaissance en tant que telle, elle est accessible par tout le monde. Et même les mots sont des choses très intéressantes. Si je veux me former à quelque chose comme ça, tranquillement, à la géopolitique ou je ne sais quoi encore, je peux avoir accès à ce type d'informations. Mais ça ne remet pas en cause la transmission de la réflexion, la transmission de la manière dont on apprivoise les connaissances, dont on utilise les connaissances. Il y a eu par exemple toute une littérature très intéressante sur Wikipédia, c'est extraordinaire. Ça a commencé, c'est nul, il n'y a que des fautes, il n'y a que des erreurs. Et progressivement, la littérature est en train de dire, il n'y a pas tant d'erreurs que ça, c'est plus fiable qu'on ne le croyait, et c'est même plus fiable que l'encyclopédie universaliste qui était en papier. Donc il y a quelque chose, or c'est une encyclopédie fabriquée collectivement, ce qui est un grand changement ça aussi. Donc je crois qu'il y a une série de changements. Moi, je ne suis pas un fanat, une sorte de à genoux devant Internet, pas du tout ça, mais je crois qu'il faut mesurer, me semble-t-il, les changements les uns après les autres, en mesurer les aspects positifs, en mesurer les aspects négatifs et inquiétants. Non, les deux. Je suis tout à fait d'accord, mais c'est l'important, le cours magistral du Moyen-Âge, ce qui est un enseignement dogmatique, c'est plus du tout ce qu'a apporté la vision moderne de l'enseignement depuis la fin du 19e au 19e.
quatrième. Ce qui est très important, mais tu l'as dit avec Wikipédia, c'est l'aspect de réelle communication. Ça change tout. Un cours électronique, il n'y a pas de communication. Ça change tout. Non, c'est pas un cours électronique. Il n'y a pas de feedback. Il y a un cours Non, mais je suis moins d'accord. Enfin bon. Mais je ne suis pas favorable au cours magistral. Pour certains. Pour certains, oui, mais il faut les deux. Il faut le cours magistral et le retour, et l'humain et la communication. Et ça, l'idée sur laquelle un enfant lui file comment ça s'appelle, j'ai dit, une tablette, voilà, et il va être par exemple, il y a un truc, ça on ne sait pas trop ce que ça va donner les enfants, élevés comme ça, ils ne savent plus écrire, bon, je suis bouché, mais ils ne savent plus écrire à la main. Donc ça ne posait pas de problème. Pardon? Moi, je ne sais plus que écrire, j'écoute pas, j'écris. Vous comprenez, c'est pas parce que j'écris ce que vous dites que je m'entends. Mais non, mais pas du tout, mais j'entends les enfants n'apprennent plus à écrire à la main comme on apprenait autrefois. Alors je ne sais pas quelles sont les conséquences, on ne sait pas, parce que ce sont des phénomènes nouveaux. Mais bon, quand même, on peut s'interroger. Je ne veux pas vous poser. Est-ce que je peux poser une question? Moi, je suis informaticien et je mène dedans depuis 30 ans. J'ai programmé sur le premier ordinateur IBM. Et ce qui me frappe actuellement, c'est que l'informatique, comme vous dites, c'est un formidable moyen de communication et d'accès à la connaissance, mais pour des gens de mon âge, c'est différent pour les jeunes, je pense. C'est aussi vu comme un gigantesque moyen de contrôle des populations. Et d'ailleurs, c'est Edward Snowden lui-même qui le dit, hein, on n'a jamais autant eu accès à ce que font les gens. Et donc, dans ce sens-là, je pense que la peur est justifiée et le fait qu'on puisse classifier les gens en fonction de leur activité, de leur vote, depuis un téléphone portable, savoir pour qui il a voté, quand, etc., c'est tout à fait différent, je pense, du citoyen, par rapport à un vote qui se déroulait dans un lieu donné, dans le secret, etc. Bon. Il y a une dimension à laquelle, par exemple, les gens comme moi, de ma génération, sont très sensibles. Mais ce qu'on observe quand on travaille dans ces technologies, c'est que c'est pas vraiment le cas pour les jeunes, ce qu'on appelle les millennials, les gens qui sont nés dans les années 90-2000, et pour lesquels la vie privée, comme vous dites, et l'aspect intimité et secret de ce qu'ils font, etc., ça les dépasse complètement. Au contraire, ils sont dans l'affirmation de ce qu'ils font, de ce qu'ils font Facebook, etc. Donc il y a déjà des approches qu'on voit. Moi, ce que m'intéresserait, c'est d'avoir, vous, d'après, vous dites que c'est une tendance, et vous citez un auteur qui dit au XXIe siècle, il y aura disparition de la vie privée, il peut aussi y avoir un revirement. C'est-à-dire que les jeunes d'aujourd'hui, demain, verront peut-être les conséquences de l'exposition de leur vie privée et feront demain la société dans laquelle ils vivront, et donc il y aura peut-être au contraire un retour de bâton. J'aurais même un commentaire là-dessus, et juste un commentaire aussi pour l'Italie. Vous avez pu parler de l'Italie, mais il se passe des choses intéressantes en Italie, avec Beppe Grillo et le mouvement Cinque Stelle, notamment le fait que les députés du mouvement Cinque Stelle, avant de se prononcer sur une loi de Parlement, où d'ailleurs ils représentent le plus grand nombre de députés, donc le plus gros mouvement, après la dernière élection parlementaire il y a 2 ans, consultent leur base au moyen d'Internet. Alors ça a un côté très démocratique. Il faut être inscrit, il faut montrer la blanche, tout ça sur Internet. Ça a un côté évidemment élitiste, dans le sens où la fracture numérique elle existe en Italie et il y a tout un tas de gens qui n'ont pas accès à Internet et qui se plaignent de ce fonctionnement. Donc là-dessus, là aussi, on peut peut-être un commentaire. Non, mais moi, vous savez, j'étais très frappé. J'ai fait mon dernier cours, c'était au mois d'avril 2014, ou avril-mai 2014. Je faisais un cours sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Et j'ai évoqué effectivement les traces laissées par les étudiants sur Facebook. Je m'étais même amusé à regarder les traces faites par les étudiants qui étaient devant moi sur Facebook, voir un peu qui laissaient comme traces. Et ça m'a frappé de voir que les étudiants me disaient, mais c'est pas grave, vous êtes inquiet, monsieur Oberdorf, c'est pas grave. Je dis, mais pas grave, vous êtes vieux jeu, c'est ça, un peu dépassé, un peu ringard. Bon, moi je veux bien, mais peut-être que dans 5 ans, quand vous allez être recruté par tel employeur, il regardera si vous buvez beaucoup d'alcool et si vous faites des soirées où vous êtes tout nu en permanence, enfin ainsi de suite, vous vous montrez sur tous vos jours, enfin ainsi.
Ben, il n'est pas sûr qu'il vous recrute, parce qu'il dira, ah oui, mes filles, vous étiez jeunes peut-être, fait n'importe quoi. Et c'est ça le droit au déréférencement, c'est ça la question du déréférencement. Si on ne se fait pas déréférencer, on est dessus et on y reste. Et c'est relativement laborieux de convaincre Facebook, convaincre Google d'être déréférencé. Ça prend beaucoup de temps dans ce domaine-là. Mais c'est pour ça que j'ai cette formule-là de la CNIL me paraît très intéressante. Attention à ce que vous laissez, parce que ça laisse des traces. Vous savez, autre exemple qui m'a beaucoup frappé, un jour mon banquier, la personne qui gère mes comptes, c'est tout, hein, me dit, il est bien cet hôtel à Montréal? Je dis, bah, pourquoi vous dites ça? Bah, parce que j'ai vu, vous avez laissé 3 factures de carte bleue à Montréal dans cet hôtel-là. Il doit être très bien cet hôtel, vous y êtes resté quand même pas mal de jours, il me semblait. 3-4 jours vous êtes resté. C'est fascinant, non? Et je me dis, mais Montréal, donc je ne peux pas être ma vie privée, ça compte pas. Ça... Et on peut multiplier, je pourrais multiplier les exemples dans ce domaine. On ne le croit pas. Même quand on passe sur l'autoroute et qu'on a le système qui fait clic-clic et qui fait se passer la voiture, on a été géolocalisé, on a été enregistré, on reçoit la facture 2 mois après sur... Tout ça, quand dans un monde paisible, dans un monde en quelque sorte où on n'est pas vraiment surveillé, chacun dit, mais c'est pas grave, j'ai rien fait, c'est donc pas grave. Mais si par hasard vous êtes le voisin de quelqu'un qui va mettre le feu à je ne sais quoi, à un moment donné, vous serez repéré. Donc je crois que... Alors vous pouvez dire, oui, peut-être ils vont tellement réfléchir, mais en même temps, moi ma préoccupation, c'est que c'est un jeu tout ça. Ces outils-là sont des outils ludiques. On joue avec, on s'amuse avec. On fait... Tiens, la conférence de M. Machin était totalement nulle, hein, puis on fait passer à 2000 personnes. Oui, mais en jouant, on peut laisser des traces, et des traces qui sont éventuellement risquées. Concernant les élections, ben, au fond, les élections présidentielles françaises utilisent aussi ces dispositifs pour les primaires, pour voir qui sera candidat à. On a aussi utilisé ces outils qui se développent, et ils vont se développer encore plus, parce qu'ils ont un coût modeste dans ce domaine. Donc, moi je suis de ceux qui disent plutôt attention à ce qui est fait. Ayons les outils, c'est pour ça que je termine sur les droits nécessaires, faites attention à. En même temps, sur la question du droit, Internet va beaucoup plus vite que les magistrats, beaucoup plus vite. On peut apparaître et disparaître extrêmement rapidement avant même que la justice se soit prononcée. Et ce que l'on dénonce n'y est déjà plus. Donc on peut dénoncer quoi? Donc il y a là des éléments où le droit doit s'adapter, le droit lui-même doit s'adapter, la législation doit s'adapter à ces évolutions. En posant peut-être plus des principes que des législations extrêmement détaillées. Le risque de nos législations contemporaines, c'est qu'elles sont extrêmement détaillées, donc elles sont extrêmement démodées très rapidement. Il est très frappant de voir que la législation sur l'informatique et les libertés, elle de 1978, Internet n'existait pas. Il y avait pourtant la Commission informatique et liberté, et la CNIL s'est adaptée à Internet pour réguler en quelque sorte les différents fichiers à caractère nominatif. Donc je crois que c'est les principes à poser. Le droit à l'oubli, le droit au déréférencement, c'est un principe posé. Après, il faut l'appliquer, le mettre en œuvre. Mais... Et les contrôler. Bien sûr, et contrôler. Moi, je voulais juste poser une question, faire un petit pas sur le droit à la déconnexion aussi. Parce que visiblement, il y a quand même des tendances qui apparaissent aujourd'hui, alors peut-être plus dans le monde du travail et plus dans les cadres, où on en revient à ne plus travailler, enfin à ne plus s'arrêter de travailler, puisque vous pouvez être sollicité le samedi, le dimanche, le jour, la nuit. Ça s'appelle le burn-out, ça. Hein. Ouais. Et donc, où on en est là un peu? Est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu précisées ou pas du tout? Il y a des... Enfin, moi, je ne suis pas un médecin, alors là, je me sens un peu pas très à l'aise sur cette dimension. Simplement, il y a des études plus précises, cette fois-ci, sur le burn-out, issu de l'usage excessif, du passage excessif devant les outils numériques. C'est le cas des jeunes générations qui sont au-delà de 5 heures en permanence, ça a des conséquences sur leur cerveau, des conséquences sur la vue. Donc, il y a des maladies spécifiques qui ont été observées avec des études assez précises, en Allemagne notamment, sur ces sujets, relativement développés, sur le burn-out. Mais il y a une autre déconnexion, c'est la déconnexion de l'Adopi. C'est la déconnexion par violation des droits d'auteur.
une autre forme de déconnexion. Vous n'avez plus droit d'accès à parce que vous avez violé tel ou tel, vous avez téléchargé de manière excessive des films, de la musique, et ainsi de suite. Et c'est toute l'opposition entre une déconnexion pénale d'un côté et de l'autre côté le droit d'accès à. Si on fait le droit d'accès d'un côté et qu'on supprime le droit d'accès de l'autre, ça va être un peu compliqué. Voilà. J'ai une question aussi sur le regret. Là, je vois la photo. Réfléchissez avant de cliquer. En gros, pour ne pas vous retrouver sur Internet et puis subir les conséquences que vous annonciez. Mais des fois, on peut se retrouver sur Internet sans cliquer. Moi, je sais que, par exemple, je suis régulièrement sur le site de l'UMP, j'ai pas demandé à être dessus, je suis régulièrement en photo dans certains endroits, reconnaissance par Facebook, Dauphiné libéré, etc. J'ai pas demandé à être dessus. Un professeur d'université peut se retrouver sur Internet parce que ces étudiants l'ont pris en photo. On peut se retrouver aussi sur des pages Facebook parce que vous avez été filmé par le cousin qui a mis en photo, etc., etc. Autrement dit, on se retrouve un peu comme à l'époque de Palo Alto, on disait on ne peut pas communiquer. Je crois qu'on est à une époque où on ne peut pas ne pas être sur Internet. Je veux dire, on est dans cette espèce malgré nous. Ben c'est là que peut être utilisé, même si c'est difficile, tout le processus de déréférencement. Hein. C'est là. Et tout le travail qui est fait par le Parlement européen en ce moment sur ce sujet, oui, c'est difficile, c'est compliqué. Les sociétés de contrôle après. Hein. Non, de contrôle de soi surtout. De contrôle de soi. De contrôle des autres, par exemple. Moi, j'ai fait retirer d'Internet des étudiants qui avaient mis mon cours sur Internet. Hein, et j'ai demandé aux étudiants de retirer mon cours. Ils avaient mis mon cours sur Internet, ils l'ont retiré. Donc il faut localiser la personne, elle est où, qui, quoi, enfin, ainsi de suite. Donc c'est tout un processus. Mais je rappelle quand même que dans le droit français, il y a le droit à l'image. Hein. Le droit à l'image, il existe. Si je ne veux pas être photographié, j'ai le droit de ne pas être photographié. Et c'est vrai que je peux faire un procès à la personne, au photographe, au journal et ainsi de suite, qui m'a photographié. Et j'obtiens gain de cause à la fin. Et dommage, et des dommages et intérêts en plus. Si on est sur un serveur à l'étranger. Oui, mais je sais bien, mais c'est pas parce que c'est compliqué qu'il ne faut pas le faire. C'est parce que c'est ça qui est derrière. Après, c'est la dimension internationale, c'est évident. Et j'évoquais Google tout à l'heure aussi. Bien sûr. Mais bon, je ne sais pas, moi je me souviens, c'était des étudiants d'école d'architecture de oui. Au niveau des sociétés, comment ça se fait qu'ils arrivent à dénicher les codes des gens pour pouvoir rentrer en contact? Est-ce que c'est un rapport au téléphone qu'ils le font, ou parce que les téléphones, par exemple la poste, tout ça, ils achètent de l'autre côté. Tandis que là, j'aimerais bien savoir comment ils dénichent. Ah là, il faut demander à un informaticien qui est derrière vous comment on fait pour briser les codes. Je ne suis pas spécialiste d'informatique pour briser les codes, ça, je ne sais pas. Simplement, là aussi, c'est susceptible d'entraîner des procès, d'entraîner des contestations, ainsi de suite. Mais les hackers, ils sont spécialistes de se balader ailleurs, de créer des perturbations dans le compte bancaire, de faire des virements bancaires, ça s'appelle de la fraude informatique. La fraude informatique, elle existe comme d'autres fraudes. Hein. La fraude informatique existe, elle est dans le code pénal, vous trouvez toute une série de dispositions sur la fraude informatique et comment on peut lutter contre la fraude, comment on peut faire condamner les fraudeurs, à condition de connaître les fraudeurs, ainsi de suite. Mais par exemple, les lanceurs d'alerte sont des fraudeurs, hein. Les lanceurs d'alerte qui doivent être aujourd'hui la loi qui est en train d'être discutée devant le Parlement, il y a des dispositions sur la protection des lanceurs d'alerte. Comment on protège les lanceurs d'alerte s'ils ont fait tout cela en ayant à l'esprit un intérêt général, un intérêt plus global, enfin ainsi de suite. Mais par exemple, pourquoi M. Snowden ne veut pas partir depuis Moscou? C'est parce qu'il risque et il craint de se retrouver en prison aux États-Unis d'Amérique parce que c'est quelqu'un qui a violé les secrets américains. Donc il est condamnable potentiellement. Donc il va, à mon avis, se rendre avant très longtemps aux États-Unis d'Amérique. Il y a là des dispositions juridiques sur la fraude informatique. Là, je n'avais pas comme travail de faire la fraude informatique, mais il y a des dispositions. Et si l'on constate qu'il y a eu effectivement des manipulations du code, tout ce que vous voulez, c'est possible de faire condamner ceux qui ont manipulé. Ça prendra du temps parce qu'il faut y arriver, mais c'est possible aussi. Il y a des dispositions juridiques en matière de fraude informatique. Il y a du droit pénal informatique. Hein. En France, il y a du droit pénal qui régule l'informatique aussi, comme d'autres. Oui. Moi, je voudrais savoir. Ah ben.
Récemment, il me semble que Daesh, pendant toute une journée, a bloqué les données dans le monde numérique. On n'a pas du tout parlé des fragilités de ce monde numérique. Est-ce que vous pouvez nous dire... Je ne pouvais pas parler de tout. Hein. Chacun ne pouvait pas parler de ceci, parler de cela. On dit beaucoup de choses sur le numérique. Oui, oui. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir un jour un problème? Mais les problèmes, il y en a tous les jours. Il y a tous les jours des problèmes sur le numérique. La pagaille absolument partout. C'est un outil comme un autre. Si vous voulez, c'est un outil comme un autre qui a une dimension de fragilité supplémentaire, parce qu'on peut faire des choses à distance, on peut aller visiter des sites à distance, on peut manipuler des sites à distance. Vous évoquiez notamment ces France... TV5 Monde qui a été arrêté pendant plusieurs heures, mais les autres télévisions s'y préparent aussi. Il y a la question de la protection. Est-ce que c'est suffisamment protégé de l'extérieur? C'est jamais suffisamment. D'ailleurs le raisonnement des États-Unis d'Amérique, si on va dans leur sens, il faut tout surveiller pour éventuellement tout arrêter. C'est cette mythologie, peut-être même dans l'autre sens. On va tout surveiller, comme ça on verra tout. C'est pas sûr que ça marche non plus, d'ailleurs, dans ce registre-là, mais il y a cette dimension de risque. Oui, c'est vrai, c'est un outil à deux faces. Hein. Pour moi, c'est un outil technique à deux faces. Un face tout à fait positif, tout à fait enthousiasmant, tout à fait riche. Et l'autre face, elle est moins enthousiasmante, plus dangereuse, parce que c'est surveillable, et en plus parce que c'est mondial. Internet ne s'arrête pas aux frontières. Après, la question juridique est très compliquée. Quel droit on applique à telle disposition? Si c'est un opérateur venant de l'extérieur, si c'est des internautes de l'extérieur, ils n'auront pas forcément à respecter le droit de l'intérieur. Donc c'est ça qui est compliqué, d'où l'importance que ça se fasse au niveau européen, parce qu'au moins au niveau européen, ça va conduire 28 États, 500 000 personnes sur un grand espace. Vous voyez, cette dimension. Mais ça n'empêchera pas d'autres venant de l'extérieur. Daesh, c'est la Syrie, et on est en Syrie et en Irak. Hein. On est donc à d'autres endroits. Mais là encore, c'est l'aspect négatif aussi de la communication à l'instant. J'égorge monsieur machin à l'instant Daesh, je le montre à la planète entière. Et je vous fais peur encore plus en vous le montrant à la planète entière. Peut-être qu'il faut qu'on ne montre rien, peut-être qu'il ne faut pas. Or, les médias considèrent que les téléspectateurs aiment avoir du sang. Et ils adorent voir du sang en réalité. Et c'est vrai aussi. Et si on n'en montre pas, on va regarder sur une autre chaîne pour voir si on n'a pas vu des choses. C'est exact. Les médias le disent aussi, cette dimension. Il faut faire du spectacle, même s'il est sanguinolent. Et Daesh a trouvé que c'était tout à fait un spectacle, même atroce, qui valorisait ce qui est fait. Atrocement, je sais, mais... Oui? Ah, je sais pas qui quoi, pardon. Il y a aussi... Surveillance. De nombreuses personnes ont été arrêtées du fait de leur publication de Twitter et Facebook, et l'État turc a réussi à arrêter les connexions, à ralentir. À les ralentir, pas les arrêter, mais les ralentir. Oui, tout à fait, bien sûr, bien sûr. Pendant des semaines entières. Bien sûr, bien sûr. Donc, ça peut aussi mais ça peut aussi permettre une révolution arabe. Dans l'autre sens, ça peut permettre la Tunisie d'évoluer de manière différente. C'est dans l'autre sens, mais ça peut être effectivement le contrôle. Tout à fait, tout à fait. Ça permet les arrestations en Arabie Saoudite aussi. Aussi, bien sûr. Et le contrôle fait par l'Arabie Saoudite. Mais c'était l'Europe. Hein, l'Arabie Saoudite n'est pas en Europe, donc je n'ai pas évoqué l'Arabie Saoudite. L'utilisation de... Oh, on n'est pas très nombreux, même sans micro, on s'entend. Hein. Mais l'utilisation d'Internet pour la démocratie, tel que monsieur en a parlé, moi, ça me fait plutôt peur, parce que je trouve que l'opinion, les votes qui sont faits en conseil municipal, parce que 8000 personnes ont répondu, moi je trouve que ce n'est pas de la démocratie, ça. C'est seulement ceux qui sont intéressés par le problème qui vont répondre, ou qui voudront faire un groupe de pression, et moi je trouve qu'il y a un danger pour la démocratie. C'est votre droit de penser ça. Je ne partage pas ce point de vue, mais c'est votre droit. 8000 signatures sur une pétition engagent ensuite une votation citoyenne. C'est-à-dire que la 8000 signatures
dictature est simplement décisionnaire pour dire ensuite on engage la votation. Et c'est ensuite le résultat de la votation. Donc ça veut dire qu'il y a déjà une qualification, est-ce que la chose peut faire l'objet d'une votation, et ensuite il y a un processus de votation, d'information, etc., etc. Comment ça se fait une votation? Alors c'est toute la question. Non, ça va être fait, ça va être mis en place à Grenoble. C'est toute la question qui est posée. On est en train de se poser la question si ça passe par voie électronique aussi. Bien sûr. Complément. La question qui a été posée par M. Portneuf, c'est que si ça passe par voie électronique, ça pose la question de l'identité électronique de la personne. Or, aujourd'hui, on n'a pas de carte d'identité électronique. Non. Ce qu'ont les Estoniens. Voilà. Il y avait la dame là-bas aussi, je pense. Concernant les pétitions, à savoir que si on a plusieurs adresses mail, donc on peut voter plusieurs fois pour la pétition et donc augmenter. Et après que ça passe en conseil, ce dont monsieur vient parler. Monsieur vient de parler. Oui, moi je veux bien les risques de nouveautés ou d'initiatives nouvelles dans ce domaine. Il y a des risques, bien sûr, il y a toujours des risques. Mais si en démocratie on ne prend pas de risque, je ne vois pas bien l'intérêt non plus de la démocratie. Parce qu'il y a un phénomène quand même qui est constatable en démocratie aujourd'hui, c'est que le nombre de votants normaux diminue très profondément. Très profondément. Et les jeunes générations ne votent pas en grande masse. C'est aussi une évolution. Aller voter devant les urnes, si on commence à voir des taux d'abstention qui dépassent les 50%, les 42%, et ainsi de suite, quelle est la validité même du vote, on peut se le demander aussi. Si c'est un électeur sur deux qui a voté pour, et ensuite il y a plusieurs candidats, on voit les pourcentages par candidat, les évolutions. Et là, les États-Unis nous montrent le chemin, parce qu'aux États-Unis, la participation électorale est en chute libre lorsqu'il s'agit d'élections à dimension des États-Unis d'Amérique. Lorsqu'il s'agit d'élections locales, la participation reste importante. Mais je crois que c'est une vraie question aussi. C'est au moment même où les démocraties ont du mal en matière de vote ordinaire qu'il y a d'autres pistes qui sont éventuellement, ce n'est pas des pistes pour les remplacer, ce n'est pas un changement pour les remplacer, mais d'utiliser aussi ces outils-là. Mais je complète votre remarque. Ces outils posent la question de leur capacité de mobilisation. Absolument. Rappelez-vous ce qui s'est passé au mois de janvier quand il y a eu les événements de Charlie. Ils sont arrivés, je crois que c'était le matin, on a été le matin, et à Grenoble, il y a eu une manifestation à 18h, place Félix-Poulain. Vous vous rappelez le nombre de personnes qu'on était place Félix-Poulain? Donc, on était 6. Et ça veut dire que le mot d'ordre a été donné par le club de la presse, je crois, sur les coups de midi et demi, quelque chose comme ça, ou en début d'après-midi. Et donc, par les réseaux sociaux, par les SMS, etc., entre midi et demi et 18h, on a été capable de mobiliser un nombre incalculable de personnes. Ça s'est passé aussi dimanche pour l'incendie qui a eu lieu au théâtre. Après Molle. L'incendie, il y a eu un mot d'ordre qui a été donné, tac, 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 tout le monde l'a relayé, on s'est retrouvés, on était très très nombreux après Molle. Imaginez la chose maintenant, de mobiliser, d'avoir cette capacité de mobilisation si on est sur un processus électoral avec ces outils-là. Ça peut être dangereux, parce que les gens peuvent voter sous l'impulsion de l'émotion. Et du coup, il y a un côté de réflexion qui n'est pas présent, et du coup, ça peut influencer le vote sur des choses très démagogiques. Et c'est des réflexions qu'on a aussi aujourd'hui. Alors, en même temps, on augmente la participation et en même temps, on prend des risques. Bien sûr. Mais la télévision a joué déjà ce rôle. Mais il faut regarder les évolutions en Suisse. Hein. Les cantons suisses sont assez exemplaires en la matière. Et les Suisses sont plutôt des très vieilles démocraties, très anciennes, enfin, participatives aussi. Dans les cantons, c'est plus modeste, c'est vrai. Les sujets ne sont pas tout à fait les mêmes qu'en France. Peu importe. Bon, non, mais je reviens sur cette manifestation. Je voulais dire autre chose avant, mais vous décrivez la manifestation. Moi, j'ai été consommateur électronique de la manifestation, parce que je n'étais pas sur place, donc je l'ai vu. Et elle m'a attristé, cette manifestation, parce qu'il s'est produit quelque chose, des gens qui spontanément ont entonné la Marseillaise et se sont fait siffler. Ensuite, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit
Bien sûr, il fallait la siffler. D'ailleurs, la personne qui m'a dit, c'est une Suissesse. Bon. Et parce que ça n'avait rien à faire la juridique, et tu ne sais pas ce que c'est la Marseillaise. C'est la Marseillaise qu'il fallait chanter, c'était très juste de la chanter. Parce que la Marseillaise, c'est le chant de la citoyenneté partagée. Voilà, écoutez, siffler la Marseillaise, c'était justement le symbole qu'il ne fallait pas montrer. Elle n'a pas fait beaucoup de bruit. Elle a été chantée, mais c'est le symbole qui, c'était le faire siffler la Marseillaise, c'était le symbole dont on n'avait pas besoin, c'est le symbole négatif qu'on voit dans certains matchs de foot, Corse, ou avec participation de l'équipe d'Algérie, etc. C'était le symbole qu'il ne fallait pas montrer, surtout le jour même de telle chose, d'autant plus que le discours, ça je l'ai découvert après, tenu par les gens, les survivants de Charlie Hebdo, les anciens, était un discours très républicain et très marseillais, ça fait très rapidement. Donc c'était vraiment le truc. Donc là, c'est pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ce qui est important, par exemple, nous l'avons dit, donc Daesh attire énormément par les moyens électroniques. Et je crois que les décapitations de masse, ce n'est pas fait seulement pour faire peur, c'est aussi pour susciter des enthousiasmes, des adhésions. Et apparemment, ça marche très bien dans la jeunesse française et dans la jeunesse tunisienne, notamment. Et ce que je voulais dire, c'est que rien ne remplace l'information, le contact direct, les discussions comme nous les avons en ce moment. Et surtout l'analyse. Parce que Internet, il y a un fort risque de monologisme, et ça on l'a vu, que faisait allusion tout à l'heure au référendum de 2005. Il y avait ce site d'un professeur d'économie de Marseille qui est complètement monologique, qui est dans le délire total, qui continue de dire des choses du genre l'Europe est fasciste, etc., et qui a pu, bénéficiant de réseaux, influencer une certaine jeunesse qui a voté dans le même sens que le Front National et dans le même sens que d'autres, qui n'étaient pas contents. Et résultat, la majorité était contre le projet de constitution qui n'était peut-être pas parfait, mais qui était un peu... Peut-être qu'il disait des choses justes voilà. S'il a eu autant de public. Pardon? Je dis peut-être qu'il a dit des choses justes s'il a autant de public. Le propre d'Internet, c'est aussi d'exposer une opinion. Bien sûr. Oui, mais le titre de ces gens... Les discussions s'établissent. Alors là, il y a imposer un truc. Non, mais vous avez tout à fait raison, mais le problème, c'est que là, on a affaire à un certain monologisme. Alors là, j'irai tout à fait dans votre sens, c'est que nos médias, parce que là, les médias ont un rôle très important en France, n'arrivent pas à mettre en place des vraies émissions où il y a de vraies discussions. Donc, ces discussions n'ont pas eu lieu, ou lorsque c'est en France. Alors ça aussi, je voudrais le dire, est-ce que Internet change quoi que ce soit à la puissance de certains réseaux, à la puissance de certains milieux sociaux, et à l'impuissance de... Là aussi, j'ai de forts doutes. Je crois que pour modifier des rapports de force, Internet peut être un outil, mais ne modifie pas les choses. Moi, la démocratisation grâce à Internet, tout seul, je suis un tout petit peu sceptique, même si c'est un outil. Justement, là, pour essayer de synthétiser plusieurs éléments de réponse, on a une démocratie représentative qui est, si ce n'est à bout de souffle, et du moins remise en cause. L'émergence de la démocratie participative et de la démocratie directe, est-ce que ça a été, est-ce que la corrélation avec l'émergence des nouvelles technologies numériques a été théorisée? Est-ce qu'il y a une corrélation? Est-ce que... Théorisé, il y a quand même une abondante littérature, vraiment, une abondante littérature sur démocratie et Internet, sur les transformations, y compris théoriques. C'est-à-dire que le fait que... Oui, il y a un aspect normatif. Oui, tout à fait. Et au fond, il n'y a pas très longtemps, hors de cet outil, on considérait que la démocratie représentative était le nec plus ultra de la démocratie, il n'y a pas d'autres éléments, et que ça suffisait à faire émerger la démocratie en tant que telle. Et on oubliait la démocratie directe, enfin l'idée de démocratie directe, que ce soit par référendum ou d'autres modalités, on le laissait de côté. La participative n'a pas été non plus très, très développée. Et il me semble que ces outils facilitent. Ça ne transforme pas. Sur le plan de la théorie, il n'y a pas de transformation de la théorie démocratique, puisque gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, c'est Abraham Lincoln, et c'est indémodable d'une certaine manière. Sauf que ce qui était dit dans des dispositions juridiques très anciennes n'était en réalité pas réalisé. Moi, quand on dit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tout le monde a droit à la liberté de communication, c'est une réalité très récente, cette liberté de communication facilitée. Auparavant, une classe avait la possibilité de communiquer, même de lire la presse.
qu'on puisse lire la presse directement sur Internet et non pas en achetant même le journal, a aussi un effet en termes de fonctionnement général. C'est pour ça que moi je dis Internet, c'est plutôt la démocratie à l'ère du numérique. C'est la cybercitoyenneté à l'ère du numérique. Ça a des effets de changement que peut-être on n'analyse pas. Alors c'est beaucoup les philosophes et les sociologues qui ont travaillé ces sujets. Il y a toute une série d'ouvrages de philosophes y compris Pierre Rosanvallon a travaillé aussi cette question sur la démocratie. Et alors sur quoi se fonde l'optimisme forcené de Michel Serres? Parce qu'il est optimiste par principe. Michel Serres est un optimiste par principe, donc il a toujours été optimiste. Mais il y en a d'autres, parmi les optimistes, mais qui n'ont même pas connu cela. C'est Jacques Ellul. Quand on regarde les travaux de Jacques Ellul, avant même qu'il n'a pas connu Internet, puis il était déjà mort depuis un certain temps, la technique change la société. Une technique peut changer une société, la faire modifier. Mais souvent, j'ai dit à mes étudiants, ça ne change pas la nature humaine. Il y a des hommes et des femmes violentes, il y a des gens qui s'entretuent, ils continuent à s'entretuer comme d'habitude. Même d'ailleurs en utilisant encore plus les outils pour s'entretuer encore mieux et encore plus. D'où la nécessité de mettre des dispositions d'ordre pénal, parce que ça ne change pas le comportement humain en tant que tel. Les voleurs trouvent que Internet c'est génial parce qu'on vole nettement mieux, et beaucoup plus encore. Et si on peut piquer dans les comptes bancaires des individus, c'est encore mieux, beaucoup plus facile, on n'est même pas forcément détecté. C'est effectivement une fraude informatique, une fraude au système bancaire, et il y a des dispositions pénales en la matière. Donc Internet arrive sur des sociétés qui n'ont pas forcément, pour dire sociologiquement changé, mais donnent des comportements différents ou apportent des facilités. J'avais même vu qu'une personne en Allemagne souhaitait manger une autre personne et a commandé la personne sur Internet. Et l'a commandé et l'a mangé chez lui. C'est parce qu'il l'a mangé qu'on a vu que cette personne mangeait des êtres humains. Il l'a commandé et il y a des personnes qui se sont présentées. Je suis d'accord pour être mangé. Et c'est quand même assez farfelu et étonnant. Enfin, et il a commencé par lui manger la main, puis après le bras. Puis, oh, c'est pas mal, ils l'ont mangé ensemble, le bras. L'autre, il avait moins de bras, il l'a mangé ensemble. Et puis après, l'autre, je voudrais bien continuer. Mais c'est par Internet qu'il l'a commandé. Donc effectivement, sa pulsion personnelle de manger quelqu'un d'autre, ça n'a rien à voir avec Internet, mais ça a pu fonctionner. C'est un fait divers, un fait divers réel. C'est pas j'inventerie un tribunal pénal, je crois que c'est Stuttgart ou sous Francfort. Pour quitter le gore et revenir à des choses positives. Plus terrestres. Je vais rebondir sur ce que vous dites sur la démocratie directe et la démocratie représentative. Les travaux d'Étienne Chouard, que monsieur dénonçait tout à l'heure, qui ont été en cause en 2005 au côté de Lisbonne et qui a fait beaucoup de travail sur la démocratie directe, c'est effectivement d'avoir un contrôle par la population de leurs représentants ou d'avoir des élections qui sont, disons, plus démocratiques. En démocratie représentative, c'est contradictoire. On ne peut pas à la fois prétendre qu'une personne a un vote et ensuite déléguer tout son pouvoir à des gens qui ne sont plus contrôlables. Donc toute l'idée d'Étienne Chouard, je vous invite à voir ses travaux, c'est d'avoir des constituants, c'est-à-dire un peuple qui commence par écrire sa propre constitution au travers probablement d'Internet. Internet a véhiculé son idée et devient un outil de la démocratie directe. Moi je trouve que ce que vous avez posé tout à l'heure, ça va tout à fait dans le sens d'Internet donne plus de pouvoir aux gens dans l'expression de la démocratie. Oui, alors après, parce que j'entends bien Chouard et ce qu'il a imaginé à un moment donné, mais sauf qu'aujourd'hui, je crois que dans le monde, on n'a jamais rédigé une constitution par Internet. Il y a des essais, des efforts, des participations, mais la constitution en tant que telle, non. L'Assemblée constituante est toujours une représentation, on est toujours dans la représentation, parce qu'on n'a pas trouvé encore... Il y a des rêves, je sais qu'il y a des rêves, des fantasmes même sur ce... La technologie change les sociétés. Oui, on n'ait pas encore fait quelque chose, ça n'a pas de valeur. Non, j'essaye d'être cohérent dans ce que je raconte, j'essaye vraiment d'être cohérent. Il y a des outils nouveaux qui permettent d'imaginer des choses nouvelles, Mais imaginer les choses nouvelles, c'est revenir à l'agora athénienne. Or, si on reprend l'agora athénienne à un moment donné, seuls les citoyens participaient à la décision publique, avec les esclaves qui mettaient en œuvre d'ailleurs ce que décidaient les citoyens. Les hommes, Oui, d'accord. Il ne faut pas les mettre.
Mais je fais la différence. Les femmes n'étaient pas les esclaves à ce moment-là. Les femmes pouvaient être esclaves aussi. Mais non, mais il faut être précis là aussi. Précis, c'est les esclaves qui étaient les bureaucrates de la démocratie athénienne. C'est eux qui faisaient la mise en œuvre de ce qu'avaient décidé les citoyens. Je n'ai pas dit les citoyennes, j'ai dit les citoyens. Donc je suis précis aussi sur ce registre. Non, la démocratie, au fond, démocratie directe, a toujours été une forme de rêve. Elle a toujours été une forme de rêve et on est arrivé à la démocratie représentative sans mandat impératif, parfois avec mandat impératif ou sans mandat impératif, parce qu'il était impossible de réunir dans un champ 10 millions, 20 millions, 30 millions de personnes. Alors les Landsgemeinde de Suisse le font. Il y a au moins 3 ou 4 Landsgemeinde en Suisse qui font ça. On réunit les personnes qui décident ensemble.